Alors bonsoir à toutes et à tous. Ils sont déjà là. Donc vous savez que on va lire la parashat Mishpatim et que cette paracha elle met en relief une chose incroyable, c'est toutes les lois en fin de compte qui sont liées au dommage. En fait un peu le code civil, toutes les relations qu'on entretient avec les ouvriers qu'on embauche, avec les dommages qu'on peut engendrer. En fait, c'est les lois un peu logiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mishpatim. Et d'ailleurs, comme le nom de la paracha, mishpatim, ça veut dire les lois, les commandements qui sont logiques, qui sont a priori accessibles intellectuellement. Maintenant, à cause de ça, il y a des commentaires qui posent la question, comment ça se fait que dans la Torah, il y a des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles? Tu sais qu'il y a une loi, par exemple, comme la soukha, les téphilines, pourquoi ils sont noirs, pourquoi ils sont carrés. Bon, on a des petites explications, pourquoi est-ce qu'on les met sur le bras, sur la tête. Le mikvé, c'est un chok, c'est des lois incompréhensibles. Maintenant, pourquoi est-ce que dans la Torah, il y a des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles? Maintenant, il faut savoir une chose très importante, c'est que Hachem a écrit la Torah 974 générations avant la création du monde. Et après qu'il a créé la Torah, il a créé le monde. Quand il a créé le monde, il a créé la matière et il a créé donc toute la réalité qui est autour de nous. Maintenant, si on dit que la Torah, elle est antécédente sur le monde, ça veut dire que Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde, ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde vient de la Torah. Facile à comprendre? Voilà, c'est ça les deux lectures qu'on peut avoir. Soit tu vas regarder dans la Torah pour essayer de comprendre le monde, soit tu vas regarder le monde pour essayer de comprendre ce qui est écrit dans la Torah. Parce que l'objet créé, il vient du Créateur et il vient du plan de la création. Le plan de la création, c'est la Torah. Maintenant, si on dit que tout le monde entier vient de la Torah, donc maintenant, ce principe-là, que la Torah, elle contient des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles, on va le retrouver aussi dans le monde, puisque le monde n'est qu'une projection de la Torah. Maintenant, déjà, la question, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'il a eu besoin, Hachem, de faire ce modèle-là. Parce qu'Hachem, il aurait pu mettre dans la Torah que des lois compréhensibles, d'accord? Des choses logiques, des choses qui ont un sens, des choses qui sont faciles à comprendre, un peu comme une constitution. Une constitution, ce sont des lois qui sont logiques, qui sont réfléchies, qui ont du sens et qui sont votées, acceptées par tout le monde. Ou alors Hachem, et pourquoi c'est normal? Puisque la Torah s'adresse aux hommes, donc c'est normal qu'elle soit adaptée à l'homme. D'un autre côté, Hachem, il a donné la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est Da'ata Eloki, c'est l'esprit de Dieu. Donc si vraiment Dieu, pour peu qu'on ait un petit peu de modestie intellectuelle et qu'on accepte que Dieu n'est pas un homme, je sais qu'il y a eu des tentatives, mais ça c'est mal fini, d'accord? Donc Dieu n'est pas un homme. Si Dieu n'est pas un homme, alors la pensée de Dieu n'est pas une pensée humaine. Donc pourquoi? En marchevota et marchevotechem. Hachem, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas ton pote, Dieu n'est pas ton copain, ouais, Dieu n'est pas ton frère. Donc il a un autre niveau, très très haut, qui n'a rien à voir avec toi, ça s'appelle le Da'ata Eloki, l'esprit de Dieu. Donc si Dieu avait dit, écoutez, je vais vous donner des lois, mais il n'y a rien à comprendre, parce que de toute façon vous n'êtes pas au niveau, on n'aurait pas discuté. Vous me suivez ou... C'est comme si vous rentrez vous dans un cours de maths et que Albert il est en train de faire le cours. Et vous, grâce à Dieu, vous avez eu votre doc de maths du premier coup. Et lui, Albert, il a inventé la relativité. D'accord? Et il fait une démonstration, et vous l'arrêtez, vous dites, monsieur, excusez-moi, monsieur, mais je crois qu'il y a une erreur. Alors Albert, il se retourne, comme ça, il voit cette masse de particules informes que tu formes, ouais. Il dit, écoute, c'est possible qu'il y ait une erreur, mais ça m'étonnerait que toi, tu arrives à le prouver. Parce que Albert, il a des milliers d'années-lumière de toi. J'ai expliqué déjà plusieurs fois qu'en 1905, Albert Einstein, il a donné des théories, enfin des équations, qui ont été développées en 1995 par des secteurs spécialisés en mathématiques au CNRS. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'ils ont mis 90 ans pour comprendre ce qu'il a dit Albert. D'accord? Maintenant, quand tu as compris, peut-être tu peux être pas d'accord. Mais il faut déjà comprendre. Alors si déjà, c'est un calvaire à mort, si déjà, Albert, il a fallu 90 ans, tu crois que le bon Dieu, tu vas prendre 10 minutes? C'est pour ça que je rigole toujours quand les gens me disent, écoutez Rav, j'ai une question sur la Torah. Je dis, mais combien tu as fait d'années d'Yeshiva? Il m'a dit 0. Je dis, ah bon, parce que Rabbi Akiva Eiger, lui, qui a fait 600 fois le Talmud, il n'avait pas de question. Et toi, qui oublies Enara, tu as eu ton BEP alors du premier coup. C'est pas, on parle pas maintenant d'un brel. Ouais. Tu as des questions sur la Torah. Ah, au moins, il a la modestie de te taire. Comme ça, on aura le bénéfice du doute quand on te regardera. Ouais.
Mais quand la personne, elle parle, ça veut dire qu'elle croit vraiment qu'elle a une question sur la Torah. Tu as une question sur la Torah, mais tu sais, les sommets de la pensée, les sommets de l'intelligence qui sont passés dessus, qui n'ont pas trouvé l'erreur. Et c'est pas qu'ils sont forcés. Ouais, ils n'ont pas trouvé l'erreur, parce qu'il n'y a pas d'erreur. Elle est parfaite. Cette logique-là, c'est que Hachem, donc la Torah, c'est le data Eloki. La Torah, c'est la pensée de Dieu. Et nous, on pourrait accepter que comme la pensée de Dieu, eh ben, elle est inaccessible. Même eux, ils ont dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Ouais. Donc, on pourrait dire que eh ben, si Hachem nous avait donné une Torah à laquelle on ne comprend rien, eh ben, on aurait accepté. Non. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait des lois qu'on ne comprend pas et qui sont à son image à lui, c'est-à-dire qui sont de très haut niveau, et d'un autre côté, des lois qu'on comprend, ouais, et c'est de là que tous les problèmes y viennent, en fin de compte. Tous les problèmes de la communauté, ils viennent d'où? Parce que les gens qui regardent les lois compréhensibles, ils disent les lois compréhensibles, ils sont adaptables, ils sont adaptés. Comme ils sont adaptés, ils sont adaptables. Comme ils sont adaptables, ils sont réformables. Quand ils sont réformables, on est réformiste. Alors ils disent, bon, le Shabbat, on va le faire dimanche, c'est plus pratique. Christine, finalement, elle n'est pas très éloignée de la question. La cache-route, c'est du sanitaire. Le Shabbat, c'est un week-end. En fait, compte, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché. Mais pourquoi ils ont touché? Parce qu'ils ont pensé que c'était touchable. Retouchable. Ouais. Alors que l'autre côté, tu vas prendre l'extrême de l'orthodoxie, d'accord? Quelqu'un, il va dire, mais la Torah, mais même pas une lettre, tu touches même pas la pointe d'un youd, tu peux même pas déplacer une lettre, tu dis, bon, ça c'est un peu trop, ça c'est un peu truc, ça c'est un peu exagéré, faut s'adapter, faut réformer. Non, tu touches rien, c'est normal, c'est le data Eloki, c'est l'esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que tu crois que t'es qui, toi, pour pouvoir toucher? Donc entre les deux, d'accord, tu vas prendre l'échantillonnage du juif le plus éloigné. Genre, le gars, il mange cachère une fois par an en souvenir des concombres au vinaigre. Comme ça, c'est une relation avec la Pologne de l'époque. Ouais, très éloignée. Et de l'autre côté, le gars qui dort dans le mikvé et qui étudie la Kabbalah toute la journée. Tu prends ça et tu fais un échantillonnage de toutes les formes de juifs qui existent. Mais ça vient de quoi, cette différence? Justement parce qu'il y a les deux. Parce que s'il n'y avait que des lois incompréhensibles, eh ben, les gens, ils auraient dit ou non, ou rien, ou tout, parce que tu peux rien faire, tu peux pas éviter. Et les gens qui regardent les lois compréhensibles, ils disent, bah écoute, on va trouver des formules, on va réfléchir différemment, on va amener une nouvelle philosophie, une nouvelle approche, une dimension différente. Comment il se permet de toucher une lettre? Parce qu'elle est accessible, la Torah. Donc ça veut dire que Hachem, en prenant le risque, c'est-à-dire en mettant les deux formes de lecture de la Torah, à cause des deux types de lois, il a pris un risque qui a entraîné, en fin de compte, toutes les séparations dans la communauté. Donc ça veut dire que si Hachem, il prend le risque d'entraîner toutes ces j'ai oublié le français. Ces divergences. Si Hachem, il a accepté de prendre le risque de toutes ces divergences, ça veut dire que ce qui gagne avec les divergences, ouais, ce qui gagne avec les différences, elle est plus importante que ce qui perd avec les divergences. Donc nous, il faut qu'on essaie de réfléchir, qu'est-ce qui gagne? Ça va? On va l'appeler la soirée des courageux. Bravo. Hein. Bon, alors si c'est ça, pour comprendre ça, il y a un Rav Simcha Zissel, un élève de Rav Israël Salanter, il amène une Gemara incroyable. C'est marqué là-bas, une fois, il y avait deux élèves qui apprenaient chez un Rav. Ils ont étudié un certain sujet. Quand ils ont fini le sujet, ils ont dit, bon, on voudrait étudier autre chose. Le Rav, il a dit, qu'est-ce que vous voulez étudier? Il a dit, je veux étudier Teilim, l'autre, il a dit Michelet. Ok. Puis finalement, le Rav, il a décidé, par exemple, d'étudier Michelet. Donc, ils ont commencé à étudier. Et le premier enseignement qu'ils ont dit sur Michelet, je ne me rappelle plus exactement si c'est Michelet ou Teilim, mais c'est pas grave. Ouais, il a dit, de là-bas, on apprend de ce passage qu'on apprend que En Adam Lomed et l'Abimkom chez Libo Chafetz. Un homme n'apprend que dans un sujet que son cœur désire. Alors, celui qui ne voulait pas étudier ça, il s'est levé, il a dit, bah, écoutez, moi, vous m'avez donné la permission de partir, il est parti. Ouais, parce qu'en fin de compte, c'est pas ça qu'il voulait étudier. Maintenant, le Rav Simcha Zissel, il dit, mais qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois que la Torah, c'est un supermarché? Oui, moi j'aime bien les halachot, moi j'aime bien les lois, moi j'aime bien les ambiances, moi j'aime bien la pensée juive, moi j'aime bien la psychologie de la Torah, moi j'aime bien la rigueur du raisonnement talmudique. Mais non, mais la Torah, c'est pas un supermarché, tu fais tes courses dans le rayon. Non, la Torah, elle est tmima, la Torah, elle est parfaite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est complète et que les éléments se complètent les uns les autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir. Pourquoi? Parce que c'est comme dans le corps. Vous savez que dans la Torah, il y a 613 mitzvot. 613 mitzvot, d'accord? En vérité, ça correspond à quoi? À 248 mitzvot positives et 365 interdits.
Maintenant, les 365 interdits, ils correspondent à 365 nerfs et artères dans le corps. Et les 248 mitzvot positives, ils correspondent à 248 membres dans le corps. Maintenant, est-ce qu'il y a un membre ou une artère dont tu peux te passer dans le corps? Quelqu'un va dire, bon, on peut m'enlever un doigt de pied. Non, ça a de l'effet. On peut enlever le lobe de l'oreille, ça sert à rien. Juste pour faire des trous, mettre des clous, mettre des trucs. Ouais, tu peux l'enlever. Non, parce que le lobe de l'oreille, j'avais parlé une fois avec un neurologue, il m'avait expliqué qu'il y a des gens qui ont une déformation. Vous savez que le cerveau, il est maintenu dans un espèce de liquide, et à l'intérieur de l'oreille, il y a un certain liquide, et ce liquide-là, il fait comme une espèce d'équilibre, d'accord? Et que quand quelqu'un il a une baisse de liquide, ou quoi, il a une densité différente dans le liquide, il a des déséquilibres au niveau de la vision, au niveau de la perception, au niveau de l'équilibre, justement. Ouais, pourquoi? Simplement, alors ça veut dire que si on coupe un lobe de l'oreille, ça crée un micro-déséquilibre qui va entraîner. Il y a des gens qui ont des douleurs incroyables à la tête à cause qu'ils aient une déformation au niveau des dents. Oui, un tout petit pincement au niveau cervical, que tu ne vois même pas avec un scanner, il peut entraîner des douleurs et des blocages incroyables. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sert à rien. Rien, même les gens, avant, ils s'amusaient, ils enlevaient la vésicule. Mais même, par exemple, c'est connu que l'appendicite, on l'enlève. Mais les gens qui soignent avec les énergies et tout ça, ils te disent, là où tu as été opéré, le cycle énergétique, il s'arrête. C'est très, très compliqué de traiter les gens un peu dans le système d'énergie, d'accord? Parce que là où il y a une opération, eh ben le cycle d'énergie, il est coupé. Bon, évidemment, on n'est pas tous obligés de se former, de se soigner avec ce système-là, mais savoir que c'est un système qui existe. Donc ça veut dire qu'il y a une complication à faire quelque chose par rapport au corps. Maintenant, si tu réfléchis que le corps physique, il est le correspondant du corps de la Torah, 613, qui correspond au corps nishmatique, d'accord, parce que la neshama aussi, elle est divisée en 613 éléments, et au corps psychique, parce que comme il y a le psychique de la main, il y a la neshama de la main, il y a le corps de la main, d'accord. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va manquer un élément quelque part, eh ben, ça déséquilibre le système. Maintenant, de la même manière que le corps, il est d'un équilibre extraordinaire, de la même manière, pour ça quand tu vois les gens, ils font des régimes, ou ils font n'importe quoi, où ils s'enlèvent des morceaux de l'estomac, des poumons, du nez pour retrouver un équilibre, mais en fait, quand ça dérègle autre chose. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un système. Alors, de la même manière, le monde, tout l'univers, il est fait en 613 éléments. Ça s'appelle 613 olamot. Il y a 613 mondes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un homme, il fait une mitzvah avec un membre, donc une mitzvah de 248 mitzvot, avec un membre qui fait partie de ces 248 membres, avec un psychique qui fait partie de ce membre psychique, par rapport à un élément de sa neshama, oui, il va impliquer des choses dans ce monde-là, un des 613 mondes qui est en lien avec tout ça. Voilà. Ça s'appelle en français la responsabilité. Ouais. Maintenant, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'il y a une très très grave maladie, malheureusement, qui est très répandue et qui est très mal soignée dans le monde, qui s'appelle Si j'avais su. C'est ça. C'est un truc intellectuel auquel vous pouvez réfléchir aux toilettes. C'est pourquoi, souvent, on sait l'importance des choses après qu'on s'est planté. Dans l'arbitraire intellectuel de la connaissance, on aurait pu savoir avant. Vous me suivez ou non? Pourquoi on sait après? Après que tu t'es marié à la mauvaise personne et que tu t'es trompé, et que tu es là et qu'elle te traite de sale juif, après 20 ans de mariage, tu dis, je crois que j'ai fait une lourdeur. Je pense que ma mère avait raison. Ouais. Mais à l'époque, laisse-moi tranquille, tu me prends la tête, moi je suis pas comme vous, je suis pas religieux. Mais c'est des choix de la vie, ça. C'est pareil. On te dit, fais des études, casse-toi la tête, réfléchis. Fais de la yeshiva, fais à fond. Fais des études d'ingénieur, fais à fond. Ah non, moi, je n'ai pas besoin, moi, je suis un malin, moi, je suis un rusé, moi, je suis... Bon, voilà, maintenant, tu es là, tu es un pauvre type, tu es un mesquin, tu gagnes tes 342 €, tu as un loyer à 700, tu voles tous les mois, tu fais des fautes de papier, tu t'habilles en mesquine pour aller toucher ton RSA. C'est pourquoi faire? Tu serais un peu crevé, et tu aurais un bon salaire d'ingénieur, tu prendrais bien. Ah non, à l'époque, j'avais une autre façon de penser. Mais non, il fallait dire que tu étais un glandeur. Dis que j'étais un glandeur, c'est mieux. Au moins, tu es clair. Parce qu'on ne peut pas construire sur du sable mouvant. Donc, tu débarques d'une base que je sais ce que je suis, et à partir de là, je construis. Ouais, j'étais un menteur, ok. J'étais un orgueilleux, ok. Voilà, là, on a une chose. Ah, j'étais une fille superficielle, j'étais à côté de la plaque, il y avait que le maquillage qui comptait pour moi. Là, c'est une bonne base. Sur ça, tu peux réfléchir. Mais si tu n'acceptes pas ce que tu es, comment tu fais?
Donc tu passes toute ta vie d'un mensonge à l'autre, après tu dis oh, comment ça se fait que ma vie elle avance pas, je suis toujours sur les quais, j'attends que le train vienne, ou le prince charmant, c'est pareil. Mais d'abord t'es égal à toi-même, d'abord tu te clarifies, d'abord tu te poses, t'as un problème. Bon ben t'es nerveux, ben tu te soignes, c'est pas grave. Toi tu parles très vite, eh ben t'apprends à parler doucement. Toi tu paniques, eh ben, je sais pas moi, tu changes de pays parce que l'espagnol il se panique, d'accord? Non je sais pas, tu trouves une solution. Ça vous gêne le pied là? Oui, non? Ça va. Bon, pas dire que c'est le pied non plus, mais bon. Ouais. Bon, alors c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que. Je sais même plus pourquoi j'ai parlé de ça, moi. Ah oui. Donc d'arriver à comprendre que on peut pas faire son choix dans la Torah, parce qu'on a besoin de tout. La preuve, c'est pas qu'en tant que rabbin, je vais être chauvin, je vais vous dire c'est tout ou rien. Non, c'est logique. C'est logique. Moi aussi, quand j'ai commencé à étudier la Torah, moi je m'intéressais à la pensée juive, moi ça m'intéressait pas, moi la rigueur talmudique, ou alors la finalité de la halakha, ça m'intéressait pas. Mais en vérité, c'est impossible, c'est inséparable. Tu peux pas faire autrement. Une fois, je suis rentré à l'Yeshiva au bout d'un mois, j'ai dit au Rav, écoutez, moi, je vais pas me prendre la tête à faire des mathématiques, le roche, le rajba, le ran, la couchia du rifle, ça me sert à rien, moi. Donnez-moi du miel. Moi, je veux de l'extrait. Je vous dis, moi, à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des dernières années d'hypocagne, au téléphone. Je crois que j'allais me prendre la tête à réfléchir si le bœuf il est tombé dans un trou, qui c'est qui est responsable. Ça m'intéressait même pas, mais ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, écoutez la réponse qu'il m'a donnée. Il m'a dit, pour avoir une pensée droite dans la pensée juive, il faut 10 ans de pile-poule, il faut 10 ans de calcul. Pourquoi? Parce que le plus dur, c'est pas de réfléchir. Les gens, ils sont impressionnés par les gens qui raisonnent ou les gens qui font des phrases très longues, compliquées, parce qu'ils ne comprennent pas la fin. Ouais. Mais en vérité, le plus dur, c'est pas d'avoir une pensée compliquée. Le plus dur, c'est d'avoir une pensée droite. Alors rappelez-vous que l'homme, c'est comme un point, et l'horizon, c'est comme la perception de la réalité. Maintenant, le lien entre toi et la perception de la réalité, il n'y a que 3 formes. Le vrai, le faux et l'absurde. Vous me suivez ou non? Le vrai, le faux et l'absurde. Maintenant, l'absurde, c'est la plus grosse quantité. Ouais. Le faux, c'est l'autre moitié. Et le vrai, c'est quelques petits traits. Maintenant, une ligne, c'est une série de points. D'accord? Entre le point où tu es et l'horizon, on peut tracer combien de lignes? Combien de droites? Une infinité. D'accord? Mais tu t'imagines que dans cette infinité, c'est quoi les droites? C'est le lien que tu entretiens avec la réalité. C'est ce qu'on appelle la vérité ou le mensonge. Ouais. Parce que c'est quoi la vérité? Déjà, la vérité. Non, détends-toi. Ouais. Émettre, c'est matim. La vérité, c'est quoi? C'est un lien de dépendance. C'est un lien de corrélation. C'est un lien de cohérence entre des éléments. D'accord? Entre un phénomène et un autre. Entre toi et le phénomène. Donc maintenant, cette droite-là, entre toi et la réalité, tu peux en tracer des milliards. Mais attention, parce que les 3/4, ils sont absurdes. Le reste, il est faux. Et il reste quelques traits qui sont vrais. C'est pour ça que j'ai kiffé, moi, l'étude. Parce que je disais, tu te rends compte que j'aurais pu passer ma vie dans l'erreur. Mais pas une erreur à 2 balles, comme ça, de croire que Claude François, c'était le Machiar. Non. Une erreur intelligente. Tu vois, une erreur fondée sur une doctrine élaborée, développée, qui aurait créé un mouvement de pensée, et je me serais planté. Imagine comment les capitalistes, ils ont rigolé quand ils ont vu le communisme qui s'écroulait. Ouais. Et comment les communistes, ils se marrent maintenant qu'on voit le capitalisme qui se plante. C'est-à-dire que tu peux passer toute ta vie dans un système qui est fondé sur une doctrine qui est fausse. Et tu baignes dans le faux du début jusqu'à la fin. Et tu te réveilles un matin, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je me suis battu toute ma vie pour rien. J'ai remué de la vase, j'ai bougé de l'air pour rien. C'est pour ça que souvent, ils ont terminé dans la clim, ces gars-là. Parce que c'était juste pour bouger de l'air, en fin de compte. Ouais. Donc là, l'idée, c'est ça. Je parle encore une fois de quelqu'un qui a une recherche philosophique, d'accord, qui essaie de repousser les limites, d'aller loin, de comprendre un peu l'univers, le système, l'homme, quelqu'un qui cherche pas, qui consomme, qui espère finir son DVD si Dieu veut et sa pizza, bon, lui c'est pas grave. Je veux dire, bon, c'est pas très grave. Au Hachem, ça fait longtemps qu'il est mort, donc il sentira pas la différence, d'accord. Mais quelqu'un qui est en recherche, ouais, alors il sent que c'est important pour lui d'être dans le vrai. Donc quand il est dans le faux, ça rend malade. C'est pour ça que les gens, souvent, quand ils arrivent au bout de leur recherche et qu'ils savent qu'ils sont dans le faux, ils sont obligés de se pourrir la tête avec de la consommation, avec de la drogue, avec de l'alcool ou avec du sexe, parce qu'en fin de compte, c'est juste pour oublier qu'ils sont plantés. Par contre, le contraire, quand tu sais que tu es dans le vrai,
mais tu te nourris du vrai, tu te confortes du vrai, tu te concentres dans le vrai, mais tu kiffes le vrai. C'est beau le vrai. Et pas un vrai parce qu'on t'a dit que c'est vrai. Non, un vrai parce que plus tu essayes de trouver que c'est faux, plus tu trouves que c'est vrai. C'est ça le vrai. C'est pas dire comment tu oses parler, mais c'est assourd, mais c'est fou, de shalom, je l'achète. Non, 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 vas-y, casse-toi la tête, vas-y, cherche, vas-y. Ouais, vous êtes obscurantiste, vous acceptez tout sans réfléchir. Moi, sans réfléchir, un curé, je le convertis en 5 minutes. Mais un rabbin aussi, je peux le convertir en 5 minutes, au christianisme. En 5 minutes. Non, peut-être j'exagère. Peut-être en 4 minutes. Pourquoi? Parce que convaincu, ça s'écrit en 2 mots. C'est ça le problème. Donc si le gars n'est pas fort, si le gars n'a pas des bases, si le gars n'a pas fait un travail de recherche et qu'il n'a pas intégré, qu'il n'est pas devenu ce qu'il a appris, mais tu le déstabilises en 4 minutes. Ah, il a fait 10 ans de Krav Maga, mais il faut donner le bon coup. Donc cette logique-là, ça veut dire que chaque personne, ouais, elle va avoir une relation différente. Et elle doit trouver son chemin à l'intérieur de la vérité. Mais rappelez-vous qu'on a ce qu'on cherche. Et en général, on trouve ce qu'on cherche. La preuve, c'est que les gens, quand ils ont des problèmes, on leur dit « tu l'as bien cherché ». Alors qu'en fait, on aurait dû dire « tu l'as bien trouvé ». Non, c'est faux, parce que ce que tu as trouvé, c'est ce que tu cherchais. Maintenant, les gens, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont trouver. Mais si tu veux savoir ce que tu vas trouver, tu n'as qu'à regarder ce que tu cherches. Tu cherches les problèmes, tu trouves des problèmes. Tu cherches de l'illusion, tu trouves de la désillusion. Tu cherches de l'embrouille, tu rencontres des embrouilleurs. Tu cherches la vérité, tu trouves la vérité. Donc si tu étais capable d'analyser toi-même quelle est la source de ta recherche, tu saurais très bien comment ça va se terminer. D'ailleurs, moi-même qui ai parcouru, qui a assisté à plusieurs parcours de vie, quelques dizaines de milliers, je peux vous dire que j'en ai vu passer des avions et des chars et des camionnettes et des trottinettes. J'étais en Israël mercredi. J'ai fait une conférence à midi à Jérusalem et le soir à Eilat. Ça t'est bien comme ça. Ouais. Et après le cours de Yerushalayim, il y a une dame qui vient me voir. Elle avait un petit stand, comme ça. Elle me dit, Rav Ben Chetri, vous vous rappelez de moi et tout? Moi, j'ai pris quand même une seconde pour la cliquer, pour la reconnaître, parce que ça faisait 28 ans que je ne l'avais pas vue. Elle me dit, mais ça fait combien de temps? Elle a calculé comme ça, elle m'a dit, 28 ans. C'était les premiers cours que je donnais à Paris. Ouais, il y avait un petit groupe de 15 comme ça. Et elle, au Hachem, elle connaissait rien. Mais quand je te dis rien, de chez rien. Rien. Ouais. Et elle a pris des cours. À l'époque, j'étais un malade mental. Parce que maintenant, ils me disent, oui, vous faites des cours d'1h50, ça fait beaucoup. À l'époque, je faisais cours de 9h à minuit. 2 fois par semaine. Je ne sais pas si vous me suivez. 9h, minuit, 3h. Et sans arrêt. Là, aujourd'hui, je suis un peu pédagogique. À l'époque, j'étais un karcher. Et je faisais 3 semaines sur un thème. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça faisait 6 heures par semaine, 3 semaines. Ça fait 18 heures. Ça veut dire que je faisais 18 heures sur l'Yetzerara. Un doctorat. Ouais. 18 heures sur la prière. 18 heures sur l'Aïchtadlout, la part de l'homme. D'accord? Alors, quand on est venu, on m'a dit, fais un thème par semaine. 1h30. Mais comment je vais parler en 1h30? C'est pour ça qu'ils sont tellement riches, les cours. Normalement, un rabbin normal, il prend une idée, il raconte des histoires, il ramène un truc de Baal Shem Tov, un peu de philosophie, un peu de psychologie. Après, tu pars tranquille, tu dis, bon, c'est dommage qu'il a parlé, parce que quand il dit plus de choses, d'accord? Là, c'est bourré, mais ça sert à rien. Pourquoi t'en mets tellement? Parce que moi, mon projet, c'est pas de donner des cours. Ça m'intéresse pas, moi. Des cours, ça m'intéresse pas. Je vous dis la vérité. Moi, je peux ouvrir une pizzeria et faire des Dvar Torah à table. Ouais. Moi, mon but, c'est de faire gagner 10 ans. C'est ça mon but. Mon projet, c'est de faire gagner 10 ans. Il faut qu'à chaque cours, tu gagnes 10 ans. On ne t'étonne pas si à 30 ans, tu as une mentalité de 1000 ans. C'est normal. Parce que tu avances. Ou non. C'est ce que je veux dire ou... Donc cette idée-là, cette jeune fille, elle a suivi les cours pendant 1 an et demi. Après, elle est partie au séminaire. Alors, je vous dis, 0. Au bout d'1 an, elle va au séminaire. Le Rav, il m'appelle, il me dit, Ria, mais est-ce qu'il sait cette fille? Elle me finit mes phrases. Je ne peux même pas faire cours. Elle connaît tout par cœur. Je dis, bah écoute, elle est sérieuse. Après, elle est partie en Israël. Elle s'est mariée avec un Kolelman. Elle a fait 9 enfants. Et là, elle a créé un séminaire. Je peux me dire comment la fille, une païenne jetée de Baha, ouais, qui faisait rien. Et maintenant, c'est une rabbinite. Et
il faut voir la tête qu'elle a, le travail. D'accord? Non, c'est pas pour dire, regarde ce que j'ai fait. Parce que moi, je suis plus impressionné par le résultat qu'elle a atteint que ce que moi j'ai fourni comme effort. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai juste mis la balle dans le canon. Mais j'ai pas accompagné la balle pendant 28 ans. Vous me suivez ou... Ouais, c'est-à-dire la personne, la pêche qu'elle avait. Mais d'un autre côté, c'est beau de voir que, au Hachem, c'est pas que tu as fait pipi dans la piscine. Ça produit, ça développe, ça grandit, c'est énorme. Et puis elle forme ses enfants, ses enfants, elle forme ses élèves. C'est-à-dire, c'est incalculable. Si c'est un, c'est deux, c'est des milliers. Mais c'est quoi l'idée? C'est que cette dimension-là, de la puissance de la Torah, tu vois que ça n'a rien à voir avec la puissance de la psychologie, ou la puissance des mathématiques, ou la puissance de l'histoire. C'est trop fort. C'est pas un truc normal. C'est quelque chose qui est tellement puissant, tellement fort. Tu dis, en fait, c'est un roc. C'est une loi incompréhensible. C'est-à-dire qu'en fait, la vie, est-ce que c'est une loi compréhensible ou une loi incompréhensible? Parce que vous avez bien compris que Hachem, il a créé la vie à partir de la Torah. Et comme la Torah, elle contient des lois compréhensibles, des lois incompréhensibles, et que le monde n'est qu'une projection de la Torah, donc c'est normal que dans la vie, il y a des situations qui sont des situations compréhensibles et des situations incompréhensibles. Parce que ça vient de la Torah. Ça va toujours ou je vais trop vite? Ouais. Donc c'est aussi normal qu'il y a des personnes qui sont incompréhensibles et des personnes qui sont compréhensibles. C'est normal qu'il y a des phénomènes qui sont inexplicables. Tu dis, écoutez, la science n'a pas encore atteint ce niveau. C'est normal, hein, puisque il y a des choses qui resteront incompréhensibles. C'est nécessaire. Tu dis, mais non, on veut tout comprendre, tout ce qu'on ne peut pas prouver, c'est un peu la mesquinerie scientifique, d'accord? Tout ce qu'on ne peut pas fixer, prouver, démontrer est faux. Ah ben non, tu peux pas, tu peux pas. Regarde, même le capitaine du Titanic a très bien compris que la partie cachée est toujours plus importante que la partie voyante. Ça dépend d'ailleurs. Il paraît que ça a jeté un froid, d'accord? C'est comme ça la vie. Donc dans la vie, même si tu es médecin, tu sais que dans la médecine, 90% de la médecine, tu ne comprends rien. Si tu as l'honnêteté de le reconnaître. Maintenant, si toi, tu te gargarises des 3 petits succès que tu as eus par rapport aux 130 millions de maladies que tu n'arrives pas à gérer, ouais, alors c'est juste un problème d'orgueil. Et c'est pareil dans tout, la physique, l'astronomie, l'astrophysique. Mais tu vois l'univers. Qu'est-ce que c'est la Terre dans l'univers? Mais c'est rien, c'est le souvenir du nombre, d'un souhait, d'une matière difforme, éphémère et inexistante. Ce qu'on appelle en anglais rien. C'était rien. C'est rien. Nous, on est là en train de frimer l'Amazonie, l'Amérique, Manhattan. Mettons l'univers. C'est rien. Non, pourquoi d'un côté, tu es tellement important et tellement t'es rien? Parce que c'est ça le curseur. Le curseur, c'est que tu es la personne la plus importante du monde, oui, et que tu es une particule élémentaire perdue dans l'univers. C'est un curseur. Ce curseur-là, il te donne ta responsabilité d'être humain, ouais, d'homme juif qui a un rôle à accomplir, et d'un autre côté, il te rappelle la modestie que tu dois avoir devant le Créateur, parce que devant le Créateur, tu es juste la plus petite des créations. C'est entre la création et la récréation, quelque part. Et si tu vas dire, c'est déprimant, c'est angoissant parce que tu es orgueilleux. Ouais. Mais si tu n'es pas orgueilleux, si tu as un peu de modestie, le fait même qu'on t'a donné la possibilité intellectuelle d'avoir la perception de la grandeur des choses, déjà c'est un cadeau. Maintenant, si toi, tout ce qui ne rentre pas dans ta tête, tu penses que c'est faux, vu qu'il y a tellement peu de choses qui rentrent dans ta tête, il ne reste plus grand-chose de vrai. Par contre, si tu as la modestie d'accepter les choses, de les laisser venir à toi, et que tu as une ouverture d'esprit assez grande pour ne pas limiter par un filtre qui s'appelle le WAM, le moy en tahitien, le moi en français, ouais, si tu peux avoir un petit peu cet effort de t'oublier un peu, d'arrêter de penser que ça doit passer par toi, que ça doit passer par ta logique à toi, si tu arrives à t'effacer un peu, mais tu peux avoir une compréhension des choses extraordinaires. Mais il faut être cool. Sois cool. Arrête de te prendre la tête. Ah quoi, ça me remet en cause? Ça veut dire que j'ai tort. Ça veut dire que je n'avais pas compris. Ça veut dire que je ne suis pas capable. Ça veut dire que je suis nul. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Arrête. On va tous mourir de toute façon.
Et un jour, un mec, il va piétiner les particules qui ont formé ton corps. Arrête. Ton cerveau, c'est de la viande hachée, c'est rien. Arrête. Arrête de frimer. Arrête de perdre ton temps à créer une image. Arrête de t'offusquer du fait que l'autre, il t'a pas dit bonjour. Mais c'est rien. Il y en a, on leur a arraché les ongles. Toi, l'autre, il t'a pas dit bonjour, tu te vexes. Ils sont bizarres, les gens. Je veux dire, d'être CON, c'est pas une mitzvah. Alors pourquoi tu vas pas être un hassid du CON, toi? Mais encore une fois, je ne parle pas seulement du côté négatif d'être un CON. Je parle de tout ce à quoi tu renonces. Tout ce à quoi tu renonces. Juste pour avoir la fierté de pouvoir dire que tu es moins CON que l'autre. Vous me suivez ou non? Eh bien, cette capacité incroyable de perception, tu sais pourquoi? Parce que le curseur vers le bas, il n'a pas de limite, on espère qu'il a une limite, et le curseur vers le haut, c'est sûr qu'il n'a pas de limite. Et toi, toute ta vie, tu te balades. Maintenant, si tu veux, demain, tu rentres dans un collège, tu consacres 10 ans de ta vie, après tu prends encore 10 ans à étudier la Kabbalah, après tu prends un Rav à Tzfat, et tu vas visiter les mondes avec lui, et tu vois les anges. Tu peux faire ça en 2018. Tu peux le faire. C'est une tannée, hein. Tu peux le faire. Tu peux faire le contraire. Tu peux rêver, si Dieu veut, de finir de payer ton appartement et d'avoir un téléphone qui fait des glaçons. Tu peux. Ouais. Et de survivre, si Dieu veut, avant la fin de la vente flash. Tu peux. Ça s'appelle un consommateur. Ouais. J'ai raconté ça à un moment sur France Info. C'est la seule radio que j'écoutais avant de savoir qu'elle était palestinienne. Enfin, allez. Il y avait une rubrique qui s'appelait « Tous consommateurs ». Vous vous rappelez de ça là ou non? Ça vous dit rien? Bon, c'est pas votre genre. Fun Radio? D'accord. Donc, alors quand il y avait... Moi, j'écoutais comme ça en sourdine. J'écoutais pas comme ça devant le truc, je faisais autre chose en même temps, j'entendais. Et quand le gars, il y avait le jingle, il disait « Tous consommateurs ». Et moi, Chazvé Shalom, Simsilenu, genre maintenant, c'est une revendication. Tous consommateurs. Mais non, je peux pas être un produit d'utilisation courante utilisé par un système fondé sur l'aspiration de l'attirance d'un supermarché. C'est pas possible que tu aies été créé pour pousser un caddie. Tu dis oui, mais c'est ça qui me donne le pouvoir. Le pouvoir d'achat. Alors avant, il y avait la grande question entre le pouvoir avoir et le pouvoir être. Maintenant, ils ont fabriqué le pouvoir d'achat. Comment tu te sens quand tu as une carte bleue? Moi, je me suis soigné de ça quand j'étais jeune. J'ai travaillé à la Poste. Vous vous rappelez de ça? J'ai travaillé le matin et le soir. Je faisais 2 sessions par jour. 6h du matin, 11h du matin. Et après, 3h de l'après-midi, 9h. Pour la première fois de ma vie, j'ai gagné de l'argent. J'avais 18 ans, je sais pas. Et j'ai gagné 8000 francs à l'époque. J'étais à la Poste, j'ai dit, donnez-moi que des billets de 100 francs. Vous n'avez pas connu les billets de 100 francs? Ouais. Je les ai étalés sur mon lit, un côté de l'autre. Et j'ai sauté dessus. Et je jetais comme ça les billets. Ma mère, elle est rentrée, elle dit, ça, Yahya, il est fou. Il est fou, il faut l'interner. Elle me dit, Yahya, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de l'argent? Je dis, maman, je me soigne. Je me soigne de l'argent. Tu vois, en fin de compte, tout ça, c'est rien. Je suis esquinté, j'ai pourri mes vacances. J'étais toute la journée là-bas pour gagner quoi? Ça? Ouais, tu te soignes. Il faut te soigner. Il y a une deuxième manière de se soigner. Tu prends 10 000 euros, tu prends 5 000 dans cette poche et 5 000 dans l'autre poche. Et tu vas dans les magasins. Et quand tous les vendeurs ils viennent, ils te disent, vous avez besoin de quelque chose? Tu dis non. Tu dis, mais il y a un truc qui vous intéresse? Tu dis tout. Tu dis, mais est-ce que vous avez les moyens de payer? Tu dis oui, tu leur montres, tu sais, voilà. Tu dis, là, il y a 5 000, et là, il y a 5 000. Alors, ils te voient comme ça, genre... Donc, ils mettent de la poussière par terre, c'est normal, puisqu'ils vont te rouler dans la farine, d'accord? Et après, il te dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Tu dis, la vérité? Rien. Pourquoi vous êtes venu? Je ne suis pas venu pour acheter. Je suis venu pour me prouver que je pouvais acheter. Maintenant, comme je sais que je peux acheter, je n'ai pas besoin d'acheter pour me rassurer du fait que je peux acheter. Vous suivez ou non? Parce que la consommation, c'est une forme de masturbation. Comme tu n'arrives pas à trouver une copine, tu fais ça tout seul. Ouais. Donc les gens, ils vont dans les magasins, ils se prouvent qu'ils peuvent acheter.
Mais toi, tu sais que tu peux acheter, tu sais pas que tu as, un crédit revolving et tu as un trade et tu fais ça sur la prochaine paye et que tu as embrouillé ton frère, tu as emprunté 100 euros. Non, tu as 10 000 euros, ils sont là. Tu as 10 000, tu es là, ils sont là les 10 000, tu les tâtes, tu les prends bien, ils sont là les 10 000. Tu rentres dans le magasin et t'achètes rien. Ben oui, parce que ton téléphone, il fait le téléphone. Oui, mais le nouveau, il fait des glaçons. Mais le mien, il fait téléphone. Après, tu dis, mais cette jupe-là, peut-être que si Dieu veut, tu vas m'écrire. Mais pour l'instant, tu fais du 48, qu'est-ce que tu veux maintenant? D'accord? Donc laisse tomber. Après, tu dis, mais ce chemisier, il pourrait être coordonné avec le sac que j'ai pas encore acheté. D'accord? Mais il ne sert à rien. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, tu n'as plus besoin de te rassurer sur le fait que tu peux acheter. C'est le début de la liberté, ça. Tu as libéré l'argent. D'accord? Après, tu as libéré le regard de l'autre. Après, tu as libéré la remise en cause. Et toute ta vie, tu passes des niveaux de liberté comme ça. Mais si tu te libères de rien, c'est normal que tu as 200 chaînes câblées. Tu ne peux pas tourner la tête. Et tu avais prévenu le vendeur quand tu as acheté le téléviseur. Il y a la grosse boîte et la petite. N'oubliez pas la petite. N'oubliez pas la télécommande. La télécommande. C'est pour ça que quand tu n'as pas la télé, ils ne te croient pas. Les impôts, ils appelaient, ils disent, monsieur, vous n'avez pas coché la case. Mais j'ai pas de télé. Mais comment vous n'avez pas la télé? Mais enfin, vous n'avez pas la télé? On n'a pas la télé. Pourquoi faire? Enfin, c'est normal, les informations. À la radio. Eh bien, vous ratez des événements. À l'époque, il y avait Guy Lux, c'était un truc qu'il ne fallait pas rater, quoi. Ouais. Tu dis non, ça va. J'ai survécu. Ouais. Par contre, ça m'a libéré un temps extraordinaire pour faire des choses incroyables. Peut-être même pour devenir quelqu'un que j'aurais pas pu, parce que j'étais tellement occupé à voir les autres devenir que moi-même, j'aurais pas eu le temps de devenir. Ça s'appelle la télévision. Appelez-vous illusion, désillusion, télévision. C'est un cycle. D'accord? Donc dans ce curseur, vous avez compris, entre l'infini dans le mal et l'infini dans le bien, eh ben toi tu te déplaces pour essayer de devenir meilleur. Et c'est ça qui t'auto-alimente et c'est ça qui te donne la force. Mais pour ça, il faut que ta vie ait un sens. Et si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin, ou si tu attends que les autres ils te donnent un sens, alors qu'eux-mêmes ils sont en recherche de sens, ça se termine jamais. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une référence qui soit assez divine pour qu'en passant par l'humain, elle reste divine. Parce que si tu prends une référence qui est entièrement humaine, tu vas de l'humain à l'humain, c'est très compliqué, parce que même les grands humains, comme Aristote, ils ont dit « ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis ». Donc de l'humain à l'humain, t'es foutu. Ouais. Et de l'humain au divin, sans passer par l'humain, il te reste toujours une petite ambiguïté de dire que peut-être que c'est moi qui me suis fabriqué mon divin, qui est adapté à ce que j'ai besoin. C'est là que l'opium du peuple il devient réalisé. Mais quand toi, tu prends des références pures, saines, dans la Torah, par une personne pure et saine, donc tu peux, en traçant un point ici et un point de ton rave, faire passer une droite qui va jusqu'au bon Dieu. Maintenant, si le rave il t'arrête, il te dit, tu es arrivé, je suis ta solution, il t'empêche d'aller à droite et à gauche parce qu'il se met au milieu comme ça, tu sais que c'est un gourou. C'est même pas la peine de perdre le temps à chercher l'erreur parce qu'il se gourou quelque part. Non, le rave, il doit toujours être dans l'autre sens. Il te dit viens, et quand tu arrives à lui, il te dit continue. Va plus loin. Il y a encore des choses à découvrir. Va grandir. Ah non mais rave, je veux vous servir, je veux. Non, vas-y, va faire ta vie, va. On n'a pas besoin, on a des gens pour faire le service. Ouais. Donc cette logique-là, ça veut dire que on doit être dans cette recherche de vérité. Mais là, encore une fois, cette recherche de vérité, elle n'est possible que justement parce que la Torah en elle-même, elle est infinie. Donc les gens, ils s'énervent parce qu'ils disent, oui, bah alors ça ne se terminera jamais, encore on peut étudier toute sa vie on peut améliorer ses mitzvot, de toute façon, on ne fera jamais les mitzvot du Harizal, on ne fera jamais les mitzvot de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors à quoi ça sert? Mais c'est bien, c'est une échelle. Vous me suivez ou non? C'est ça l'échelle de Jacob. C'est-à-dire, tu peux monter, tu peux encore monter. Vas-y, monte, n'aie pas peur. Moi, toujours, je me demandais, c'est quoi le kiff des alpinistes? J'avais des amis qui ont fait de l'alpinisme. Bon, pas des trucs sérieux, ils ont fait genre le Mont Blanc. Mais même un gars qui a fait l'Everest, des fois, tu as de la peine. Les pires, vous avez vu ces vidéos? Les gars qui grimpent
des falaises, des grands canyons, en plein été, sans rien. Ils n'ont pas de corde. Ils ont un petit pantalon, là. Ils ont des chaussures un peu spéciales, avec une semelle un peu dure. Et ils ont des gants avec le bout, le truc. Et ils ont un sac avec de la poudre. Parce que pour accrocher. Parce que s'il glisse, il tombe. Le mec, à un moment, il est comme ça. D'accord? Parce que ce qu'il essaye de monter, c'est une montagne comme ça. Il te lance zoomer. Et quand il recule, tu vois que le mec, il fait 1 centimètre sur un truc à son échelle qui fait 20 000 mètres. Et le mec, il est en l'air comme ça. Et toi, tu te dis, moi, à sa place, je serais mort. Parce qu'il ne peut pas retourner en arrière. Ouais. Il a des crampes de partout, il doit monter en haut. Alors, je te dis, à quoi il sert ce défi? Vous me suivez ou non? Nous, déjà, de faire du VTT sans frein, on dit, attends, c'est risqué quand même. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre des risques? Mais là, le gars, il n'y a pas. Ça prouve rien, il n'est même pas payé, il va mourir. Il va mourir. C'est quoi l'idée? L'idée, en fin de compte, c'est une idée absolue, mais qui a été ensuite transformée dans le sport. C'est qu'un homme, au fond, il est illimité et qui passe sa vie à repousser ses limites. Ou non? Même si oui ou non? Maintenant, il y en a qui ont fini au fond de l'océan, ouais, comme Tabarly, ils ont cherché, ils ont poussé, ouais. Et il y en a, ils ont fini au fond de la banlieue. Maintenant, quand tu pousses tes limites, d'accord, en fin de compte, cette dynamique-là, de chercher plus grand, de devenir mieux, d'améliorer, d'affiner, eh ben c'est ça qui maintient la vie. Parce que tu verras que les gens qui craquent, les gens qui dépriment, ou les gens pires qui acceptent, c'est les pires de tous ceux-là. Ouais. Eh ben en fin de compte, c'est parce qu'ils n'ont pas de projet. Maintenant, tu ne peux pas avoir un projet si tu es dans un système limité. Donc, tu es obligé d'être dans un système illimité. Donc, ce qui décourage le paresseux, parce qu'il dit, mais attends, j'en verrai jamais la fin, c'est ce qui encourage le courageux. Parce que justement, comme on n'en voit pas la fin, donc, il ne va pas atteindre le bout du système. Évidemment, ce n'est pas le but. Mais il va aller très très loin à l'intérieur de lui-même. C'est ça qui est beau. Parce que quand vous admirez quelqu'un, vous n'avez pas remarqué, on n'admire pas les gens grands, on admire les gens qui ont été loin chez eux. C'est ça qu'on admire. D'accord? On dit, oui, mais il a 38 milliards d'euros. Bah, de toute façon, il va mourir. Il ne va pas avoir une tombe plus grande. C'est rare que le mec, il a acheté tout le Nevada pour être enterré. Il va être enterré dans le même trou que le mec qui avait 0 centime dans la poche. Par contre, quand tu réfléchis que comment le mec, il a gagné 38 milliards d'euros, ouais, c'est pas la somme d'argent, c'est que dans sa tête, il avait un format intellectuel et psychique pour absorber l'idée de faire rentrer 38 milliards d'euros. Maintenant, quand toi, tu stresses pour finir de payer un studio, et que le mec, il gère 8000 sociétés, il n'a pas le même format mental. Une fois j'étais au Canada, ils m'ont fait visiter une synagogue. Une synagogue énorme. Énorme. Il y avait 5000 places en façade. Je ne sais pas si vous... C'est que la synagogue de la Victoire, c'est 1200 places. Imagine 5000, la tronche, un stade de foot. Ouais. Et cette synagogue, elle avait été construite par un rescapé de la Shoah qui a fait une fortune au Canada. D'ailleurs, elle est décorée. Si un jour vous avez l'occasion de la visiter, ça fait très angoissant parce qu'ils ont repris genre les briques du ghetto. T'as envie de mourir. Les lustres, ils sont faits en fer forgé noir avec des barbelés. C'est-à-dire, il a voulu remettre la... Le mec, il est sorti des camps de la mort pour retourner dans un camp de la mort. C'est un truc... Bon, c'est une ambiance. Et quand ils m'ont fait visiter cette synagogue, parce que j'avais fait un cours là-bas, donc le président, on reçoit le Rav Yahya, ils m'ont fait visiter, ils m'ont dit, alors, Rav, qu'est-ce que vous pensez de ce bâtiment? Bon, moi, j'ai dit la vérité, je ne suis pas impressionné, parce que le Stade de France, c'est quand même plus grand. Ouais. Manhattan, c'est plus haut. Mais je ne suis pas impressionné. Moi, je suis impressionné comment un gars tout seul, il a pensé que la gloire de Dieu, elle méritait 20 000 mètres carrés. Vous me suivez ou non? C'est que le format mental dans lequel elle est rentrée l'idée. Parce qu'après, trouver l'argent, les architectes, les gens pour le faire, le temps que ça va prendre, c'est technique, c'est facile de technique. Le départ, c'est le départ. Mais écoute, fais déjà une synagogue de 300 places, ce qui est Meroubad. Bien, c'est bien, 300 personnes en train de prier. Hachem, c'est bien. Mais tu n'as pas besoin de faire un truc de 5000 places. D'abord, elle doit être jamais pleine, cette synagogue. À quoi ça sert?
vont faire du vélo dedans, ils font quoi? Du deltaplane? C'est énorme, ouais. Alors je te dis, je suis plus impressionné par le format mental du gars qui a imaginé que c'était comme ça qu'on allait glorifier Dieu, que par le résultat obtenu, qui est juste du béton en fin de compte. C'est-à-dire, on le dit, laisse béton. Maintenant, si l'homme n'était pas infini, si l'homme n'était pas un chok, si l'homme n'était pas une loi incompréhensible, comment on aurait pu imaginer des choses aussi incroyables? Vous me suivez ou non? Voilà. Donc en fin de compte, c'est ça l'idée. L'idée, c'est est-ce que tu vas aller chercher le côté fini de l'homme ou est-ce que tu vas aller chercher le côté infini de l'homme? Est-ce que tu vas aller chercher de la spiritualité ou est-ce que tu vas aller chercher de la matérialité? Est-ce que tu vas aller chercher de la superficialité ou est-ce que tu vas aller chercher de l'intériorité? Ça sera toute ta vie, ça sera ça le curseur. Maintenant, il y a des gens très très spirituels mais qui sont très matériels en fait. Des gens qui extérieurement sont très matériels mais qu'en fin de compte, ils sont entièrement dans l'essentialité. Vous me suivez? Après, il faut savoir où se situer, savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Parce que tu le veuilles ou non, Hachem, il t'a donné un corps avec un ultimatum du temps qui passe, que le temps va finir un jour. Il t'a donné une neshama qui est infinie, donc il y a une perception de tout l'univers à l'instant présent. Et il t'a donné un psychique entre les deux, qui peut être ou un petit rat, qui attend des opportunités de gratter quelques petits instants de bonheur, si Dieu veut partager. Oui. Ou alors, tu peux décider d'aller côtoyer les anges et d'aller visiter la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc encore une fois, puisque je répète lourdement, ça n'est possible que parce que les deux dimensions existent dans la Torah. Ça va pour vous? Alors si c'est ça, donc quand les élèves, cet élève il s'est levé, il a dit moi je ne veux pas étudier ça, il est parti. Le Rav Simcha Israël, il a dit mais ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que le fait que la Torah elle contienne plus d'éléments et que ces éléments sont liés les uns aux autres, parce que la Torah elle est complète en soi. Alors pourquoi c'est marqué là-bas que En Adam Lomed Elaim Ken Libo Chafetz, qu'un homme n'étudie que ce que son cœur désire? Alors il a dit une phrase incroyable que je répète depuis 25 ans et que j'espère comprendre, j'espère avoir fait comprendre. C'est que Ikar Pnimiyut divrei Arav Ena Nishmarin Ela le Talmid Achafez Beyoter Nishmoa. Je traduis? Je vais traduire. L'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav n'est accessible que à des personnes qui désirent intensément les comprendre. Donc vous prenez l'essentiel de l'intériorité. D'accord? Déjà l'intériorité, c'est plus éthéré que l'extériorité. D'accord? Les paroles, par exemple, je parle, vous m'entendez, non? Oui, non, vous m'entendez. Ou alors vous me faites plaisir et le son est coupé. Donc, vous m'entendez. Maintenant, moi, je parle. Maintenant, ce que je dis, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que je veux dire. Maintenant, moi, j'ai pas d'autre moyen de vous dire ce que je veux dire qu'en le disant. Maintenant, j'ai deux solutions. Soit ma parole, elle va contenir assez d'éléments dans une syntaxe parfaite qui exprime exactement ce que je veux dire. Et vous avez le même niveau de compréhension et de la longueur d'onde nécessaire, plus le contexte intellectuel et la capacité de concentration pour percevoir l'entité du message, si vous êtes habitué à mon genre de logique à moi. D'accord? Ça veut dire que vous assistez depuis plus d'1 an au cours. Oui? Vous me suivez ou non? Et à ce moment-là, vous comprenez ce que je dis. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous avez compris ce que je veux dire. Parce qu'il y a une distance énorme entre ce que je veux dire et ce que je dis. Parce que j'ai que 2 heures. Mais comment je vais vous dire en 2 heures, en 1 heure et demie, ce que j'ai réfléchi pendant 25 ans? Ça n'a pas de sens. Alors vous allez dire, oui, mais on ne va pas rester 25 ans à vous écouter. Déjà, on vient, on vous fait plaisir. Alors je vous donne un secret. Imaginez que le support vocal du bruit que je fais et du son que vous percevez, donc du pont, je ne parle plus français, ça doit être les grossesses. Donc, du pont sonore, merci, du pont sonore que j'ai créé en parlant et vous en écoutant, ouais, et si ce pont sonore n'était pas l'objet à atteindre, mais ce pont sonore n'était
que la trame par laquelle va être véhiculée ma volonté d'exprimer et votre volonté d'écouter. C'est comme un repère. Comme c'est marqué, par exemple, tu vas à Paris, et tu es à Angoulême, il y a un panneau, il y a marqué Paris. T'as jamais un mec qui s'arrête devant le panneau qui dit quoi, c'est ça Paris? C'est pour ça que les gens ils viennent du monde entier. C'est la ville la plus visitée. Alors tu dis non, c'est juste un panneau. C'est juste un panneau. Vous savez, c'est un truc comme ça, un peu rectangulaire, carré d'un côté et pointu de l'autre. Il y a marqué Paris. Mais c'est pas ça Paris. Ça va ou c'est trop abstrait pour vous? Ouais. C'est pas ça Paris. Ça, c'est la direction de Paris. D'accord? Eh bien, peut-être, ne le prenez pas mal, mais peut-être que le cours du Rav, c'est pas un panneau, c'est une direction. Comme tu veux, non? C'est comme si tu dis à quelqu'un, regarde. Alors l'autre, il voit ton doigt. Après, il dit, non, mais le prolongement du doigt. Ben, il voit des montagnes. Il dit, mais non, là en haut de la montagne, tu vois pas. D'accord? Donc maintenant, en fait, il t'a donné une direction. Eh bien, le cours, il vous introduit, et c'est très intéressant parce que vous n'avez pas le même niveau intellectuel, vous n'avez pas le même niveau culturel, vous n'avez pas le même niveau émotionnel, vous n'avez pas le même niveau religieux, ouais, et je dois vous embarquer tous dans la même direction. Mais je ne sais pas, moi, s'il y en a qui voient le bout du paysage là-bas. Ce qu'on appelle en français le fond de ma pensée. Ikar pnimiyut divrei harav. Ouais. L'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav n'est accessible que à quelqu'un qui désire intensément. Alors déjà, désir, c'est plus que pas désirer. Comme si non, parce qu'il y a le gars, il est là, il dort bien. Il dit, oh, c'est bien le mardi, bon, c'est pas très confortable, ça fait mal au derrière. Mais bon, il est rigolo, et puis des fois, il y a des meufs. Donc là, il est juste venu comme ça, celui-là. Il faisait froid dehors, il n'y avait rien à la télé, d'accord. Après, il y a celui qui voulait venir. Après, il y a celui qui a écouté le cours. Après, il y a celui qui s'est concentré. Après, il y a celui qui a décidé de prendre le risque de se remettre en cause. C'est pas évident. Hein. Parce que il y a des claques quand même dans le cours. C'est pas un cours cool comme ça. Vous êtes tous des sadikim. Mon régime. J'arrive pas à le faire. J'ai essayé pourtant. Ça se vend bien. Il y a beaucoup de gens qui s'appelaient. Ils se mettent à chanter, ils boivent de la vodka. Mais j'arrive pas. J'arrive pas parce que la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Et des fois, le rêve, il se termine en cauchemar. Quand tu vois que ça fait 10 ans que tu es là-dedans et que tu n'as pas bougé, tu te dis, mince, 10 ans. Donc c'est vrai que c'est un peu agressif, un peu violent, mais comme il y a beaucoup d'amour, vous avez compris, un médicament, c'est 90% d'excipients et 10% d'agents actifs. Après, c'est vous qui décidez, parce que vous dites, ah non, moi je veux que de l'excipient. Faites un truc excipient. Énergie, positivisme, sympathie, rigolade, détente. Et l'autre, il dit, non, je veux grandir. Vas-y, donne-moi de l'argent actif. J'ai envie de bouger. J'ai envie que ça bouge. Moi, mon projet, normalement, je vous dis, ne le prenez pas mal. Je ne sais pas si vous allez revenir la semaine prochaine. Surtout que, c'est un je suis là. C'est que quand vous rentrez, quand vous ressortez, vous n'êtes pas les mêmes. Et si vous allez dire, écoutez, ça n'a pas de sens, écoutez, ça comprend. Mon psy m'a dit qu'il y en avait pour 8 ans. J'en ai soigné des psys. Mais moi, personnellement, j'essaye, de ne pas être le même en sortant. J'y vais ou non? Parce que si moi, je pense que j'ai atteint le top et que vous essayez d'évoluer, ça ne marchera pas. Il faut que moi, j'évolue, vous évoluez. À ce moment-là, il se passe quelque chose. C'est pour ça que c'est pour ça que le Rav, il doit toujours être 100 fois plus fort que ses élèves. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand des gens, ils ont fait tchouva il y a 3 mois, et d'un seul coup, ils se mettent à donner des cours. Mais ça ne marchera pas. Ils vont fabriquer des marchands de cacahuètes. Des mangeurs de pistaches. Il faut que le gars il soit 100 fois plus fort. Comme il est 100 fois plus fort, toi tu cours après une comète. Maintenant tu te dis mais je suis fatigué de courir, d'accord? Mais c'est pour ça que tu as été loin. Et l'autre en vérité ta soif à toi elle l'a fait grandir. Donc lui il est content d'avoir des gens assoiffés parce que ça le fait grandir. C'est ça que j'ai dit souvent que moi je gagne plus que vous. Vous écoutez un cours. Là par exemple je suis en une improvisation totale. J'ai pris quelques trames d'un ancien cours et je suis parti en délire de jazz. Ouais. Vous comprenez ce que je dis ou? Parce que ils ont fait l'effort de venir, je ne vais pas leur faire un cours classique. Autant que vous éclatez. Mais moi, ce que vous suscitez chez moi comme connexion, des choses que j'ai jamais entendues, je m'écoute parler là. C'est bien pour vous. Vous suivez ou? C'est bien pour moi aussi. Parce que Mitalmida Yoter Mirabotai. On dit qu'on apprend plus de ses élèves que de ses maîtres. Parce que jusqu'à un moment, tu apprends de tes maîtres. Après, quand tu commences à enseigner, tu apprends de tes élèves.
Ça va? Voilà. Donc cette logique-là, c'est ce qu'il a dit. Que Ikar Pnimiut divrei Harav, l'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav, ne seront accessibles qu'à quelqu'un qui désire intensément. Donc maintenant, il y a une espèce de rapport qui se crée entre le fait que vous devez avoir vraiment soif d'apprendre pour comprendre le fond de ce que je dis, et moi, je dois dire quelque chose d'assez profond pour que ça génère chez vous l'intérêt d'aller le chercher. Parce que si je dis un truc débile, vous allez dire, ah, pourquoi on est venu? Ouais. Si je dis un truc qui est incompréhensible, vous allez dire, mais il dit n'importe quoi, ou vous allez être impressionné en disant, ben là, je comprendrai la prochaine fois. Ouais. Mais si je dis quelque chose d'assez profond et d'assez pédagogique pour vous accompagner dans un cheminement intellectuel qui vous donne une sensation extraordinaire qui s'appelle en français la compréhension, on est bon. Ça va? Ça s'appelle la pédagogie, en fait. Ouais. Maintenant, cette logique-là, elle a besoin de votre intérêt. Maintenant, le problème, c'est que pour que vous soyez intéressé, il faut que moi, je sois intéressant. Ça va? Et pour être intéressant, il faut que moi, je sois intéressé. Parce que bizarrement, si tu dis un truc intéressant et que toi, tu n'es pas intéressé, celui qui t'écoute n'est pas intéressé. Ça va? Ça veut dire que là, l'agent actif de la pédagogie, c'est l'intérêt. Moi, je me rappelle, je ne sais plus en quelle classe j'étais, en troisième ou je ne sais pas quoi, où je n'étais pas très, très investi dans l'école. Mais il y a un prof de géo, dans une école Goy, il m'a donné l'amour d'apprendre. Je ne savais pas ce que c'était. Là, j'ai commencé à dévorer des bouquins. Mais tu vois comment quelqu'un, il t'a pas appris quelque chose. Parce que j'ai rien retenu des leçons de géo. Mais il t'a donné l'amour d'apprendre. Pour ça, j'ai dit souvent à des parents, je dis, écoutez, faites attention quand vous choisissez l'école. Parce qu'il y a des écoles qui vont apprendre beaucoup, mais qui ne vont pas apprendre l'amour d'apprendre. Et après, un jour, l'enfant, il est dégoûté d'apprendre. Ouais. Pourtant, il en savait des choses. Et maintenant, tu vois avec une Goya, tu dis, c'est pas possible. 20 ans d'école juive. Tu sais pourquoi? Parce que tu lui as pas donné l'amour d'apprendre, tu lui as appris. Il faut donner l'amour. Et c'est pareil, les enfants, il faut leur donner de l'amour, il faut leur donner de la considération, il faut donner de la proximité. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas traverser la vie avec tes conseils et avec ta morale. Ils vont traverser l'amour avec l'énergie pure que tu leur as donnée. Et cette énergie-là, elle va leur permettre de traverser les obstacles, parce qu'il y en aura des souffrances, il y en aura des peurs, il y aura des angoisses, il y aura des stress d'argent, il y aura des maladies, il y aura des déceptions amoureuses. Comment ils vont traverser la vie? Ah, parce qu'ils savent qu'il faut le faire, ah, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, ah, parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire. Mais ce n'est pas des soldats, c'est des humains. Ce n'est pas des robots avec des 0,1, 0,1, 0,1, avec une majorité de zéro. Ouais, c'est des personnes. Donc, comme tu l'as chargé, vous savez maintenant, vous avez vu sur les ordinateurs, ils te disent batterie surchargée, genre tu as trop chargé. Il faut que l'enfant, quand il arrive à la repas, il soit trop chargé. Après, ça va être facile. Ouais. Ben, toi, c'est pareil. Toi aussi, tu es trop chargé, donc c'est facile. Ben, c'est exactement pareil. Le cours, ouais, vous prenez de l'énergie, vous prenez de la connaissance, vous faites un parcours d'intellect à l'intérieur, vous faites un parcours psychologique parce que vous vous construisez, vous vous remettez en cause, mais vous prenez surtout de l'énergie. Maintenant, cette énergie-là, pour que vous la receviez, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Alors, il y a 50%, c'est transmis par celui qui enseigne, et 50%, c'est ce qu'il a réussi à déclencher à l'intérieur de vous. C'est l'intérêt que vous portez à la chose. Donc, il faut que vous soyez intéressé, d'accord? Parce que c'est intéressant, et que lui est intéressé. Maintenant, il va se passer une chose, c'est le pont entre ce que vous voulez entendre et ce que lui, il veut dire. Facteur commun, vouloir. C'est pour ça qu'on dit « Avaz et Shaviut Aritzonot ». L'amour, c'est l'équivalence de volonté. Et Ava, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est 1. Donc en fait, l'enseignement, c'est une relation d'amour. Mais pas une relation d'amour. Une relation d'amour. Non. Relation d'amour, c'est une relation d'unité. Ouais. Parce que deux personnes qui s'aiment, ils sont sur la même longueur d'onde. Deux personnes qui s'aiment, ils ont la même idée, ils ont la même volonté, ils ont le même projet. Donc si on crée une relation, comme avec un client, si toi tu veux vraiment lui vendre quelque chose qui est important pour lui, et lui il veut vraiment acheter, tu as suscité son intérêt, et toi tu es intéressé à lui faire plaisir, pas seulement à lui prendre son argent, mais à lui donner un service de qualité, le gars il est rassuré, et toi tu as fait ton travail, tu te sens bien. Pas que tu vends, tu mens toute la journée, et le soir tu prends de la drogue parce que tu sais que tu as volé.
Tu sais que le mec, demain, il va vérifier le prix, qu'il s'est fait avoir. Il va appeler un avocat, il va dire qu'il s'est fait avoir. Il va appeler la brigade financière, il va lui dire, mais monsieur, vous avez signé un devis. De quoi vous plaignez? Il fallait lire, c'est marqué dessus, non? Lui a approuvé. Ah, mais je pensais pas, le mec, il avait l'air de bonne foi, il était gentil, en plus, il était religieux. Mais non, c'est pas seulement que le volé a été volé, c'est que le voleur aussi, il a été volé. Parce que le voleur, s'il va se sentir mal, des fois, j'ai vu un gars qui faisait une grosse dépression. Je lui ai dit, pourquoi tu es en dépression? Il m'a dit, j'étais un vendeur. J'ai dit, quel rapport? Il m'a dit, j'ai tellement vendu des choses qui étaient fausses. Maintenant, je revois les visages de tous les gens que j'ai tués. Comme un tueur. Donc toi, tu dois rentrer chez toi. Tu as travaillé honnêtement, tu as donné tes forces par rapport à ce qu'on te paye, tu as vendu un produit cachère, sérieux, pur, et tu rentres chez toi, dormir, tu rentres tranquille. Oui. Et lui, il est content, il a fait une bonne affaire, on lui a fait une petite remise, c'est le produit qu'il voulait, il est mieux que toutes ses attentes, il fait même des autres fonctions que lui, il n'avait même pas imaginées. Lui, il est content, toi, tu es content, c'est très bien. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. C'est une relation d'amour, c'est-à-dire c'est une relation d'unité entre toi et le client. C'est une relation d'unité entre toi et l'enfant. Toi, tu dois être un père, lui, ça doit être un enfant. Maintenant, ne t'étonne pas qu'il ne joue pas son rôle d'enfant, parce que toi, tu ne joues pas ton rôle de père. Maintenant, tu te dis, j'ai pas envie de me conduire comme un père envers un enfant qui ne se conduit pas comme un enfant, puisqu'il ne m'obéit pas. Mais il ne peut pas te respecter parce que tu n'es pas respectable. Donc, c'est un rapport entre le père et l'enfant. Vous me suivez ou non? Et c'est pareil, entre l'homme et la femme, les deux conjoints. En fait, toute la logique, c'est des rapports. Mais le rapport, c'est un équilibre. Vous avez déjà essayé de faire tenir un stylo sur le doigt, en équilibre, d'accord? Mais ne trichez pas. Laissez le bouchon d'un côté. Donc quand il y a le bouchon, là, c'est plus lourd. Donc vous ne pouvez pas le mettre exactement au milieu. Et pourtant, ils sont en équilibre. Alors maintenant, bien sûr, les partisans de l'égalité, ils vont dire, oui, mais c'est pas la même longueur de chaque côté. Je dis, mais évidemment que l'équilibre, c'est pas l'égalité. Il faut arrêter de penser que les hommes sont des femmes. Les hommes ne sont pas des femmes. Baruch Hashem pour nous. Parce que s'il n'y avait pas des femmes, on ne serait jamais sorti d'Égypte. C'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte. Et l'Égypte, c'est les limites. Donc un homme, il ne serait jamais sorti de ses limites s'il n'y avait pas les femmes. Heureusement que les hommes ne sont pas des femmes. Maintenant, ils ont voulu fabriquer des femmes hommes. Et c'est vrai, ils ont réussi. Parce que la femme, elle va au bout de son choix. Donc elle est devenue un homme. Maintenant, les femmes, elles sont tellement fortes que les hommes sont devenus des femmes. Après, les femmes, elles disent, je trouve pas un homme. Le mec, il pleure, il se plaint tout le temps, il n'est pas capable, il n'y arrivera pas, il ne peut pas assumer, il ne sait pas s'il peut s'engager dans le mariage. Mais oui, où est son intelligence? Où il est l'homme? Chifralo. T'as compris l'idée ou non? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu laisser le bouchon d'un côté et on n'a pas voulu faire un peu plus long, un peu plus court. Mais qu'est-ce que tu t'en fous que c'est plus long, plus court? Parce qu'il y a l'équilibre. Vous me suivez? Vous allez vous marier, si Dieu veut. Vous allez avoir des enfants. Ben, le rôle de la femme et de l'homme, c'est pas le même. Hein. Ah non, mais moi je suis un mec. Non. Il va y avoir un équilibre. Et bien l'équilibre, méfiez-vous parce qu'il n'est pas toujours là où vous croyez. Ça va avoir des surprises. Donc tous les bons machos, bien sérieux, bien durs, ils vont avoir des surprises. Et toutes les Nia Cendrillon, ils vont avoir des surprises. Parce qu'il ne faut pas oublier que Cendrillon, quand même, elle passait la majorité de sa vie à la cave en train de faire la vaisselle. Hein. Alors toi, tu regardes la citrouille, le cheval blanc, à la cave, Cendrillon. À la vaisselle, Cendrillon. À la serpillière. Voilà, bien fait pour vous, à force de regarder des dessins animés. Vous croyez que ça va cartooner? Donc c'est ça. C'est que l'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav. D'accord? Donc ça veut dire que vous n'allez percevoir l'intériorité de votre mari que parce que vous allez donner de votre intériorité. Vous allez comprendre le problème de votre fils parce que vous allez donner de vous-même dans cette relation. Vous allez comprendre la profondeur de la Torah parce que vous allez vous investir dans cette recherche. Donc vous avez compris qu'en fin de compte, le degré, comme un effet miroir, le degré de profondeur de ce que vous allez rechercher chez vous, c'est le degré de profondeur de ce que vous allez trouver dans la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui ne se remettent pas en cause, bizarrement, ils vivent des situations figées. Mais pourquoi veux-tu que la vie, elle change puisque toi, tu ne bouges pas? Et comme c'est un miroir, tu dis, oui, mais moi, si ça bouge, je suis prêt à bouger. Et je te dis que la vie, c'est un miroir. Ne le faites pas, hein, parce que c'est dangereux. Vous mettez devant un miroir,
essayez de bouger plus vite que le miroir. Et vous mettez 3 caméras pour être sûr de ne pas avoir raté l'événement. Mais essayez de le faire. Essayez de bouger plus vite, tac, comme ça, même un mouvement de l'épaule, un mouvement du cou. Essayez de le faire. Vous n'arriverez pas. Au maximum, vous ferez une entorse cervicale. C'est très rare. Ouais, chez les keblos, c'est courant. Tu ne peux pas bouger plus vite que le miroir. Parce que le miroir te suit. Vous avez compris ou non? La vie, elle te suit. Donc si tu veux avoir un beau paysage devant toi, arrête de faire la gueule. Tu dis, mais moi, s'il faisait beau, je ne ferais pas la gueule. Non, tu n'as pas compris. C'est quand il neige, il faut être content. Et quand il pleut, il faut danser sous la pluie. Ça, c'est fait. Ou non, tu vas dire non. Ah, quand il était moche comme ça. Tu sais quoi, je suis paralysé, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Moi, je rêvais de vivre dans le sud. J'ai plus un mec qui aime le froid. Il n'y a pas de Calais qui passe. Ça n'a rien à voir. Ouais. Le bonheur est dans le pré. Vous avez bien vu la petite maison dans la prairie. D'accord? Le pré, ça veut dire c'est la proximité. C'est pas le pré où on élève les vaches. Donc si c'est ça, donc maintenant vous avez compris qu'en fin de compte, Dvarim, Ayotsi, Minalev, Nirtasim, l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Ouais. Les choses qui sortent du cœur du Rav, elles rentrent dans le cœur de l'élève. Maintenant, pour que le Rav y donne le cœur de sa pensée, il faut que l'élève soit intéressé au cœur de la pensée du Rav, parce que lui-même, au niveau de son cœur, il a donné de son cœur pour comprendre. Donc maintenant, c'est un rapport, en fin de compte, entre essentialité et essentialité. C'est pour ça que si vous faites un discours buccal, il atteint au maximum les oreilles. Si vous faites un discours de tripes, alors il va créer de l'émotion. Si vous faites un discours intellectuel, il va créer un mouvement dans la tête. Ouais, mais il faut aller encore plus loin. Il faut aller chercher un discours de l'intérieur. Moi, des gens, même des penseurs, des philosophes, ils m'ont dit, mais Ria, comment ça se fait que tu fais un discours à plusieurs personnes et tout le monde se sent concerné? Tout le monde se reconnaît. Pourtant, il y a des mecs très compliqués, des mecs très simples, des mecs... des gens... Ouais, comment ça se fait? Alors, j'ai dit un truc. Les goûts et les couleurs, ouais, c'est différent chez chacun. Toi, tu aimes le rouge, toi, tu aimes le bleu, toi, tu aimes le chaud, toi, tu aimes le salé, toi, tu aimes le froid. On est différents. Les goûts et les couleurs, c'est différent. Mais, la trame essentielle, on est tous pareils. Vous me suivez ou non? Dans l'essentiel, on est tous pareils. Dans l'essentiel, toutes les générations sont pareilles. C'est pour ça qu'on peut avoir des textes qui ont 3000 ans qui répondent à des questions actuelles. Ce n'est pas adapté, ça n'est pas dans le temps, ça n'est pas dans le parfum du temps. Mais tu n'as pas compris que le parfum du temps, c'est un parfum qui est maintenant, parce que tu passes devant une pizzeria, tu sens la pizza. Oui. Mais l'essentiel de la pizza, c'est une pâte avec de la sauce dessus. Et ça, en Antiquité déjà, ça existait. Sauf qu'à l'époque, au lieu de le cuire dans un four comme ça, il le collait à la paroi. Mais c'est pareil, c'est la même pizza, une pizza à l'envers. Donc le fondamental de la recette n'a pas changé. Après, la présentation, elle a changé. Ok. Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu trouves la longueur d'onde de l'essentialité, tout le monde entend ce que tu dis. En français, on appelle ça dire ce qu'on pense. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. Parce que quand tu mens, tu crois que les gens ne te croient pas parce qu'ils ne te comprennent pas. Mais non, les gens ne te croient pas parce que tu ne dis pas la vérité. Mais dans la vérité, c'est pas forcément exactement ce que tu dois dire, mais c'est exactement ce que tu penses. Vous me suivez ou non? Donc l'autre, il entend un parfum de vérité, il dit ok, j'adhère, j'apprends. Peut-être que je ne comprends pas aujourd'hui, je vais comprendre demain. Mais j'adhère. Maintenant, donc, il faut que ça parte de la vérité de chez toi. Et cette vérité de chez toi, elle va atteindre la vérité de l'autre. Donc les gens, pourquoi ils mentent? Parce qu'ils disent non, mais si je dis la vérité, il ne croira jamais. C'est pas improbable, c'est pas logique, c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable. Ok, mais c'est pas vrai. Alors là, quand c'est vrai, même quand c'est pas raisonnable, c'est accepté. Alors là, c'est pareil. Donc vous avez compris l'idée. C'est que c'est la rencontre entre une personne qui veut donner et une personne qui veut recevoir. Donc ce qu'il faut maintenir, c'est la soif d'apprendre, ouais, et le plaisir à donner. Sinon, ça ne marche plus. Et c'est pas que dans la pensée. Hein. L'intimité, c'est pareil. La sexualité, c'est quoi?
C'est le plaisir de donner qui suscite le désir de recevoir. Le jour où tu n'as plus de plaisir à donner, ne t'étonne pas que l'autre n'a pas de plaisir à recevoir. Et tu vas dire, mais je donne. Non, tu donnes pas, tu prends. Quand tu prends, l'autre n'a pas envie de donner. Mais quand tu donnes, l'autre il a envie de donner. Quand tu sers à manger à quelqu'un, tu es content de le recevoir. Le mec, il mange avec appétit. Et quand tu vois que tu t'étouffes à le servir, tu te dis, attends, ça veut dire, chaque bouchée, tu lui enlèves de la bouche. Il fait comme ça, il fait. C'est comme les mamans, quand elles donnent à manger au bébé, elles font. Alors, le bébé, il dit, bah, mange-toi si t'as faim. Alors, tu dis, mais non, j'ouvre la bouche pour ce que tu ouvres la bouche. On est devenus tous des poissons rouges maintenant. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, si vous avez compris ça, ça veut dire que cette recherche, cette soif que je vais avoir de comprendre, en fin de compte, c'est ça qui fait que je comprends. Et la soif, elle est plus importante que la connaissance. Parce que les gens, ils deviennent des spécialistes. Donc, en fait, ils ont tellement compris qu'ils arrêtent de réfléchir. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est maintenir la réflexion. Parce que la réflexion, elle maintient la fraîcheur neuronale. Et la fraîcheur neuronale, elle maintient la jeunesse. Par contre, quand tu as compris, tu arrêtes de réfléchir. Et quand tu as réfléchi, tu deviens de plus en plus bête. Parce que si intelligence est adaptée, bête c'est quoi? C'est inadapté. Et comme ce que tu as compris il y a 20 ans, c'est pas adapté à ce que tu vis aujourd'hui, donc tu es inadapté. Maintenant, tu es inadapté, mais diplômé. Tu es inadapté, mais spécialiste. Tu es inadapté, mais avec un langage extrêmement précis et profond, mais inadapté. Alors que quand toi, tu vas raisonner, tu vas refaire le calcul, tu vas reposer la question, en fin de compte, tu vas rafraîchir le système, c'est comme si tu fais tout le temps des mises à jour, donc tu es toujours adapté. Donc quand tu reçois un nouveau fichier, tu sais le lire, parce que tu as fait la mise à jour. Mais toi, tu ne fais pas la mise à jour, tu dis, ça va, j'ai compris, ouais, c'est bon, attends, je ne suis pas complètement à quoi ça sert, et puis je n'ai pas la tête, et puis c'est plus mon niveau, et puis j'ai pas que ça à faire. Et après, tu reçois des fichiers, tu ne comprends pas, je ne comprends pas, mais c'est quoi ce langage, c'est quoi ce projet, c'est quoi cette énergie, c'est quoi cette personnalité, tu ne comprends rien à ce qui t'arrive, c'est normal, tu n'as pas fait de mise à jour. Donc tu fais des mises à jour avec tes enfants, parce qu'ils ont un défaut majeur, ils grandissent. Tu fais une mise à jour avec tes clients, parce que le besoin, il change. Tu fais une mise à jour avec ton marché, tu fais une mise à jour de rafraîchir la boutique, parce qu'elle n'est plus au goût du jour. Tu ne peux pas laisser une boutique de 1960, ouais. Mais tu fais une mise à jour dans ton couple, parce que tu peux pas aller faire les mêmes propositions après 2 ans de mariage et après 25 ans de mariage. Il faut du renouveau, d'accord? Mais encore une fois, cet échelonnement-là, cet échantillonnage de renouveau, il ne peut exister que si le système lui-même auquel tu t'adresses, il est infini. Donc vous avez compris en fin de compte. Il y a un curseur qui va vers le haut et vers le bas, à un niveau infini. Et ce qui fait bouger le curseur, c'est l'intérêt que tu as à rechercher dans le curseur. C'est pour ça que les gens dangereux, c'est les gens qui ne cherchent plus. Moi, je vois des gens, ils viennent me voir, ah mais Chitrit, merci beaucoup. Je voulais vous dire, voilà, j'écoute les cours et tout. Et moi, je leur dis, j'ai dit, priez pour garder votre soif. Priez. Parce qu'un jour, vous aurez dit, ah, j'ai compris. Et là, vous allez vous éteindre. Et c'est le pire qui peut arriver. Le Prévert, Jacques Prévert, vous avez entendu parler de lui? Ouais. Il a dit que Dieu nous donne notre faim quotidienne. Ça m'avait marqué quand j'avais 14 ans. Non, c'est notre pain quotidien. Lui, il a dit notre faim quotidienne. Bah oui, parce que si tu n'as pas faim, à quoi il sert le pain? Si tu n'as plus soif de prier, à quoi il sert ton lèvre de prière? Si tu n'as pas envie de mettre tes téphilines, à quoi il servent les téphilines? C'est à quoi ça sert que Shabbat, il tombe chaque Shabbat? Si pour toi, ça devient une hantise d'être bloqué chez toi Shabbat alors que tu as des courses à faire à Auchan. Vous me suivez ou non? Donc, ça veut dire que c'est plus important de conserver la soif, ouais, que d'avoir de quoi manger. Et c'est pareil dans le couple. Il faut maintenir la fantaisie, le côté sympathique, la drague, la rigolade, le secret, l'ambiance. Et si tu dis, écoute, on a 6 enfants, on est mariés, bon, ben c'est bon. Non, parce qu'elle a besoin de rêver, lui, il a besoin de rêver. Et si toi, tu ne la fais pas rêver, le voisin, il la fait rêver. C'est horrible, tout. On n'a pas dit qu'elle va aller avec, mais elle va y penser comme ça quand elle est avec toi. Et déjà, c'est déjà un adultère mental. Et quelle mentalité, d'accord? Donc c'est exactement pareil. Si vous comprenez ça, maintenant, donc c'est le réceptacle, en fin de compte.
qu'est-ce que je suis au moment où je reçois l'information. En tant qu'élève, je dois avoir une soif, et mon réceptacle, c'est ma soif d'apprendre. En tant que maître, je dois avoir une soif, un désir d'enseigner, une volonté d'enseigner. Et ce pont entre la soif d'enseigner et la soif d'apprendre, c'est ça qui fait le lien. Ça va? Super. Maintenant, le problème, il est que le rapport qu'on a avec les choses qu'on ne comprend pas et les choses qu'on comprend n'a rien à voir. Les gens en psychologie, c'est très intéressant. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous êtes impressionné. On dit, tu sais, c'est le grand patron de Rhône Poulenc, 600 000 employés. Bon, après, tu le rencontres, tu passes des séminaires avec lui, après, il t'invite à la maison, tu passes des week-ends, tu rigoles, tu l'appelles par son prénom, tu le vois en pyjama. D'un seul coup, tu dis, ah, Bernard, ouais, bien sûr, je le connais. Ah, Bernard, ouais, qu'est-ce qu'il a, Bernard? Attends, mais c'est quand même Bernard-Henri, Bernard. Il a un bouton ici, il faut voir sa gueule. Ouais. C'est bizarre. Comment c'est possible que tu aies passé du respect au tremblement, au dénigrement? D'accord? Et la vie, c'est pareil. La connaissance, c'est comme ça. Tu ne comprends pas quelque chose. Tu arrives en classe. Le prof, il dit, bon, alors maintenant, on va faire les logarithmes du 6e degré. Oh non, monsieur, oh non, monsieur, oh non, on s'en sort à peine du 5e degré. On va pas... Allez, c'est comme ça, sortez vos cahiers, on y va, on prend des notes. Oh non, monsieur. Bon, après, quand tu as compris la leçon, tu as fait les exos et que tu as eu 19 à l'interro, là, tu dis, les logarithmes du 6e degré, c'est que dalle, c'est rien du tout, c'est nul. Je comprends pas pourquoi un truc qui t'a traumatisé, c'est nul après. T'en as fait caca sur toi. Et d'un seul coup, tu mets sur rien, tu t'angoisses pour rien. La première bar mitzvah, tu meurs, tu fais des listes, des check-ins, du coup, tu t'angoisses, tu allumes des veilleuses, tu fais la liste des tables, tu comptes les canapés, tu fais attention à chaque euro. Après, ta copine, elle te dit alors comment c'était? Mais c'est rien, c'est une question d'organisation. Mais tu t'es arraché les cheveux tellement tu as eu peur. Alors, pourquoi l'inconnu, ça t'impressionne et le connu, tu le dénigres? Tu devrais dire, eh ben écoute, je connais pas, mais c'est pas grave, je vais apprendre, je reste cool, ouais. Et quand je connais, eh ben ça va, je connais. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ça va, je connais. Pourquoi tu es dans le dénigrement de ce que tu connais pas et tu es impressionné? Pourquoi tu es impressionné par ce que tu connais pas et tu dénigres ce que tu connais? Donc ça veut dire, je m'excuse de vous le dire, mais comme on n'est pas nombreux, c'est pas grave. C'est qu'en fait, toi, tu as un problème, c'est que tu donnes une dimension psychiatrique à ta relation avec la connaissance. Oui. Vous me suivez ou non? Parce que quand tu sais, tu sais. Quand tu sais pas, tu sais pas. Maintenant, si ça te stresse de ne pas savoir, si ça t'angoisse de ne pas savoir, si ça te complexe de ne pas savoir, si ça te paralyse de ne pas savoir, donc tu n'as plus une question, tu as un problème. Vous me suivez ou non? Vous posez une question à quelqu'un, vous lui donnez la réponse. Il dit oui, non, oui. Ouais, mais si vous posez la question, vous attendez 10 jours, et 10 jours après, vous dites, tiens, voilà la réponse. Ah non, ça ne tient pas la route du tout. Alors vraiment, je ne vois pas le rapport, c'est nul. Pourquoi tu t'énerves? Tu sais pourquoi? Parce que pendant 10 jours, ta question, elle est devenue un problème. Puisque plus tu avançais dans les journées, plus tu disais, mais attends, mais je suis nul ou quoi? Je comprends pas, je vaux rien. Donc le mec, quand il donne la réponse, il m'agresse, il m'insulte, il me pourrit, il me maudit. J'en veux pas de sa réponse. Elle se pourrit pour qui il se prend. Mais attends, mais calme-toi, on est juste en train de parler. On est juste en train de réfléchir ensemble. T'as compris? Que ton problème, ta question est devenue un problème. C'est pour ça que je vous ai souvent dit, quand vous écoutez une question, réfléchissez bien si la question, en fait, c'est pas un problème. Parce que des gens, par exemple, des fois, ils n'ont pas la force de caractère ou l'honnêteté de vous dire qu'ils ont un problème. Donc ils viennent, ils posent une question. Moi, ça m'arrive à peu près 10 fois par jour. Je leur dis, Rav, j'ai une question. On dit, Rav, je veux parler une minute, j'ai une question. Mais je sais que ce n'est pas une question, c'est un problème. Donc ce n'est pas 10 minutes, c'est 3 heures. Et 3 heures d'énergie que toi, tu cumules depuis 17 ans de frustration et que moi, je vais absorber pendant 3 heures. C'est-à-dire, je vais partir avec des toxines, ça comme. Ouais. Ça ne me dérange pas, quand je peux le faire, je le fais. D'accord? Mais moi, maintenant, puisque toi, tu n'as pas l'honnêteté de formuler un problème, tu formules une question. Maintenant, moi, comme tu poses une question, moi, je pensais, par honnêteté intellectuelle, que tu attendais une réponse. Donc, je te fais une réponse. Et toi, tu me dis, mais non, vous n'avez rien compris à ma question. Ouais, le Rav, il n'a pas compris ma question. Mais tu es un menteur, parce que tu n'es pas venu avec une question, tu es venu avec un problème. Donc moi, tu attendais que je te donne une solution. Donc moi, il fallait que je trouve le problème qui était derrière la question et que je te donne une solution pour que tu dis, le Rav, il a bien répondu à ma question, alors qu'en fait, il a bien résolu mon problème. Vous me suivez ou... Parce que les gens n'ont pas l'honnêteté
Mais c'est quoi l'honnêteté? C'est pas une question d'honnêteté, genre t'es malhonnête. Non, c'est qu'ils n'ont pas la force de s'ouvrir et de dire, voilà, c'est ça qui ne va pas. Soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire l'auto-analyse, 100%, soit parce qu'au fond, ils ont malheureusement la susceptibilité de dire, je ne vais pas me mettre à nu. Après, et si on me juge, si on te juge, au pire, tu t'améliores. Parce qu'on ne peut pas comprendre une chose sur laquelle on n'a pas de recul. Et le minimum de recul qu'on peut avoir sur une chose, c'est le fait de le dire. Parce que même si vous savez lire, je sais que vous savez lire, mais si je vous colle la feuille là, vous n'arriverez pas à lire. Je dis alors, monsieur, soi-disant, monsieur, licence de lettres, tu peux lire, s'il te plaît? Monsieur, il a lu 20 000 pages d'auteurs contemporains et classiques, tu peux lire? Mais je ne peux pas lire. Pourquoi? Regarde, dis-le, écoute-toi parler. Je manque de recul. Eh ben voilà. Monsieur, non? Donc quand tu parles de ton problème, tu prends du recul sur ton problème. Quand tu écris ton problème, tu prends du recul sur ton problème. Quand tu schématises ton problème, ouais, quand tu expliques ton problème, quand tu fais une histoire, tu crées une histoire autour de ton problème, plus tu vas prendre de la distance avec ton problème, tu comprends ton problème. Mais évidemment, comment tu peux décrire la beauté de Versailles si tu restes devant la porte? Donc tu envoies un clone, il monte à 100 mètres, et à 100 mètres, tu dis, mais c'est Versailles, mais c'est magnifique, mais c'est énorme. Non, je ne savais pas que c'était tellement énorme. Ah, mais c'est normal, tu as pris de la hauteur. On appelle ça en français la projection. Mais comme tu restes dans ton petit trou, tu sais pourquoi je vais faire, je vais mourir, personne ne va plus. Donc tu es comme une fourmi qui creuse l'Himalaya avec ses petits... Tu n'arrives pas, prends du recul. La petite fourmi, elle monte sur un avion, et puis elle regarde, elle dit, oh, mais c'est l'Himalaya. Ben, cette logique-là, c'est que je ne me rappelle plus de pourquoi j'ai parlé ça. De quoi je parlais? Avant et avant? J'ai besoin de toi, là. La relation psychiatrique à la connaissance. Ah, Razak. C'est honteux pour les autres. Médaille du mérite. Vous lui offrez un coca. D'accord? Donc, c'est qu'en fin de compte, c'est ça le souci. Le souci, c'est que, encore une fois, quand on ne comprend pas, le mal vécu de l'ignorance, le mal vécu de la méconnaissance, elle crée un mal-être. Et ce mal-être, il déforme la réalité, il déforme la perception. Du coup, je détruis le réceptacle qui ferait que je pourrais comprendre. Parce que maintenant que je pourrais comprendre, parce que j'ai eu l'intelligence de m'investir, eh ben, je ne vais pas comprendre, parce que de comprendre, ça voudrait dire qu'on me prend pour un con. C'est ça, comprendre. Alors que si je dis, eh ben, c'est pas grave, je comprends pas, après je comprends. Et maintenant j'ai compris. Parce que des fois ça prend du temps, des fois ça prend de la maturité, des fois ça prend des explications, des fois ça prend des émotions pour comprendre. Maintenant, quand moi j'ai la patience de laisser mûrir la chose, sans m'angoisser, sans en faire un problème, je pourrais comprendre. Donc l'idée, vous avez compris maintenant, c'est que on a dit quelque chose que je ne comprends pas, ça m'impressionne, et quelque chose que je comprends, je dénigre. On a dit dans la Torah, il y a des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles. D'accord? Maintenant, la relation que j'entretiens avec les lois incompréhensibles n'a rien à voir avec la relation que j'entretiens avec les lois compréhensibles. Par exemple, si on met une paire de téphilines, c'est quelque chose d'important, une paire de téphilines, c'est sain, vous la mettez au milieu de la table, vous faites passer 100 juifs, ils vont dire, bon, c'est une paire de téphilines. Il y en a qui vont dire c'est des bêtises, c'est patrimoine culturel israélite. Il y en a qui vont dire c'est la Kedusha des téphilines. Là, elle va dire c'est la puissance du Harizal. Mais si vous prenez la paire de téphilines et vous la mettez au bord de la table, à peine en équilibre, et vous faites passer 100 juifs, 70% ils vont la prendre, ils vont la remettre au bord. Pourquoi? De peur qu'elle tombe. Mais si elle tombe, qu'est-ce qui se passe? C'est un boîtier en cuir, avec des parchemins, avec un texte qui est dans tous les Sifrei Torah, dans tous les livres de Chumash, et qui est tombé par terre, c'est-à-dire qui s'est déplacé verticalement sur une hauteur de 80 cm. Ah, mais c'était téphilines. Ouais. Mais, donc comme tu ne comprends pas, tu ne sais pas comment ça marche, tu es impressionné, tu as peur. Ouais. Mais si je te dis, tu sais, il ne faut pas faire du lachon hara. Ouais, ça va, j'ai fait que raconter la vie de l'autre. Hein. Tu sais, il ne faut pas voler. Bon, c'est quoi voler? Voler, c'est prendre un objet appartenant à quelqu'un avec l'intention de ne pas le rendre. Donc, comme tu as compris intellectuellement,
Tu dis, bon, c'est rien. Je dis, mais attends, t'es comptable dans une grosse boîte. J'ai vu que tu as fait une erreur là. Le coefficient, c'est 0,01. Toi, ça fait 0,001. Tu as rajouté un 0. Écoute, tu vas pas me prendre la tête. Je suis à 15 jours des vacances. Faut pas me saouler. En plus, tu as vu ce qu'il me paye. Alors, tu me prends pas la tête, s'il te plaît. Oui, mais écoute, j'ai juste fait un petit calcul dans le coefficient. Étant donné qu'il y a 11 000 employés, ça fait une perte de 13 millions d'euros pour la boîte. Par mois. 13 millions, t'es sûr? Ah bah oui, hein, c'est le coefficient. C'est un coefficient. C'est vicieux, les coefficients. C'est comme les angles. Tu dis 1 degré, c'est rien. Mais le problème, c'est que le 1 degré dans un angle, il s'élargit. Donc toi, tu étais parti pour aller sur la Lune, tu te retrouves sur Mars. Attends, mais comment j'ai pu me retrouver sur Mars? Mais comment j'ai pu? Toi, tu t'es éloigné de la Torah de 1 degré. 1 degré, pas 2. Pas genre khram. Non, 1 degré. Hop, on dit en français, tu as pris la tangente. Hop, 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 hop. Ne touche pas, il y a des définitions, baba. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, ça fait 3500 ans qu'on fabrique des tzadikim. Toi, tu dis, non, ça c'est exagéré. 1 degré. Hop, tu as trouvé de l'autre côté. Jeté là-bas. Attends, je suis en Suède. Qu'est-ce que je fais là? 1 degré. C'est pour ça que dans les bateaux, je suis toujours impressionné quand tu es au milieu de la mer, mais vraiment dans la mer. Ouais. Et que le mec, il a un sextant et une boussole. Et il calcule sa route pour retourner dans un pays habité. Mais c'est traumatisant. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de repère. Ben, la vie, c'est pareil. J'espère que tu as une boussole, et tu as un sextant, et tu as une bonne carte. Sinon, tu vas passer ta vie à tourner en rond jusqu'à ce que le bateau il coule. Parce que tu n'as pas la direction. Tu n'as pas les outils pour te maintenir sur le cap. Il faut se maintenir sur le cap. Et c'est pareil. La mitzvah que tu comprends, elle t'impressionne. Comme elle t'impressionne, elle t'évite un très grand danger. Parce qu'on a dit que ce que tu comprends, au contraire, les mitzvot que tu ne comprends pas, elles t'impressionnent. Donc elle t'évite un danger. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les mitzvot que tu comprends, automatiquement tu les dénigres. D'accord? Le problème, c'est que pour comprendre quelque chose, on a besoin de se pencher sur la chose, on a besoin de réfléchir sur la chose. Donc maintenant, plus toi tu vas réfléchir, plus tu vas comprendre. Plus tu vas comprendre, plus tu vas dénigrer, puisque plus tu comprends, plus tu dénigres. Donc comment on va faire pour comprendre sans dénigrer? Alors en fait, c'est ce paradoxe entre la Torah compréhensible et la Torah incompréhensible. La Torah incompréhensible, on a dit, elle développe chez toi un niveau de crainte, un niveau de respect qui fait que quand tu vas regarder ensuite les lois compréhensibles, tu ne vas pas tomber dans le dénigrement. Parce que tu dis, c'est la même Torah. Dans le Sefer Torah, on n'a pas fait un relief dans l'écriture pour les lois incompréhensibles et un creux pour les lois incompréhensibles, pour que toi tu dis ça c'est nul et ça c'est profond. Si vous regardez le Talmud, c'est ça le Talmud, d'accord? Il y a 2400 pages. C'est très intéressant. Sur les lois compréhensibles, il n'y a pas beaucoup de pages. Sur les lois incompréhensibles, il y a beaucoup de pages. C'est bizarre. Il fallait le contraire. Il fallait expliquer les lois incompréhensibles, ouais, et il fallait dénigrer les lois compréhensibles, parce que c'est facile, les lois compréhensibles, c'est logique, non? Ne pas tuer, ne pas voler. Tu as besoin de mettre des centaines de pages, toi, sur les lois des dommages, et sur les lois commerciales, et sur les lois des employés, et sur les responsabilités. Tu as besoin de faire ça, mais c'est du bon sens. Toi, tu crois que c'est logique. C'est pas logique. C'est plus que logique. Par exemple, quand tu casses un objet, d'accord? Quand tu fais un dommage, on évalue la gravité du dommage en fonction de ce que tu as cassé. Vous me suivez ou non? Maintenant, toi, ton voisin, il t'avait rayé la voiture, mais il n'a jamais reconnu que c'était lui. Mais toi, tu sais que c'est lui, parce que tu l'as vu faire marche arrière. Mais tu n'as pas de témoin, tu n'as rien. Donc lui, il a rayé la voiture. Cette rayure, elle coûte 200 €. Tu as payé 200 €. Ok, tu dis, mais lui, il va les payer, les 200 €. Tu as pris une pierre, tu as regardé les fenêtres, tu as mis un vitrier, tu lui dis, dites-moi, montrez-moi la fenêtre qui coûte 200 €. Tu vas cette vitre-là, double vitrage, il peut l'avoir en gros à 200 €. Ok, merci, monsieur, au revoir. Tu as pris une pierre, tu l'as embrassé, tu lui dis, chez Kapara. Et tu as jeté de toutes tes forces sur la vitre. Donc tu t'es dit, je lui casse une vitre à 200 € puisqu'il m'a rayé la voiture pour 200 €. Ok. Manque de peau, courant d'air. La fenêtre, elle s'ouvre. La pierre, elle continue sa trajectoire. Elle tombe sur un vase. D'accord? Génération Ming. 187 000 €. Et le mec, il a la fenêtre, il t'a vu jeter. Avec son copain flic ici assermenté. Il vient te voir et te dit, mais vous avez cassé le vase?
Tu dis 60. Tu dis, mais je vous jure sur la tête de ma belle-mère, je voulais casser la vitre. Il dit, mais moi je m'en fiche de ce que tu voulais casser. Moi je regarde ce que tu as cassé. Et en général, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance dans la loi civile, le code civil, en général, on paye ce qu'on casse. Alors moi je pose la question, la plus idiote du monde, pourquoi on se sert du prix de l'objet endommagé pour évaluer la gravité de mon geste? Vous allez dire, il est fou celui-là, parce que c'est ce que tu as cassé. Mais attends, c'est pas moi qui ai ouvert la fenêtre. Moi j'ai juste jeté la pierre. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est arrivé sur le vase? Tu sais pourquoi? Parce que moi je voulais casser 200 €, mais lui il méritait une capara de 182 000 €. Et le bon Dieu il a ouvert la vitre pour qu'il se fasse péter son vase. D'accord? Donc le fait qu'on se serve du prix de l'objet détruit pour évaluer la gravité de mon geste, c'est un chok, c'est pas un mishpat, c'est pas normal. C'est une loi incompréhensible. Deuxième chose, si lui il méritait cette capara, ouais, comment ça se fait que moi, qui ai été l'acteur de cette capara, je dois lui payer les 182 000 €? C'est une capara pour lui. Imagine maintenant, lui, sa femme lui a dit, bon vite les invités ils arrivent, je te prie, Jean-Mathieu, prends le vase. Il prend le vase, il se tourne, paf, il rencontre son fils, il le fait tomber, il le casse. Ah, 182 000 €, oh là 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 là, il veut tuer sa femme et son fils. Qui c'est qui va le rembourser? Personne. Vous me suivez ou non? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Ah, capara. Alors je comprends pas, si moi je casse le vase, je paye. Si lui il le casse, capara. Donc je pose la question, comment ça se fait que le prix du dommage revient à celui qui l'a subi? Ça veut dire qu'il y a une mutuelle sur les caparotes maintenant? Vous comprenez ce que je dis ou... Ça veut dire, bah, attendez, c'est évident, attends, à qui je vais donner l'argent? Non, la Torah aurait pu dire, quand tu fais un dommage, tu donnes l'argent aux pauvres. Quand tu fais un dommage, tu donnes l'argent au Beddin, il va le distribuer à des veuves. Pourquoi le prix du dommage, il revient au gars qui a subi le dommage, alors que lui, dans sa capara, il devait subir ce dommage? Donc le fait que l'argent revienne à celui qui a subi le dommage, c'est un chok, c'est pas un mishpat. Donc dans le mishpat, dans la loi compréhensible de tu casses, tu payes, il y a déjà deux lois incompréhensibles de l'évaluation du dommage et du fait que l'argent revient à celui qui a subi le dommage. Ça va? Donc maintenant on a une vraie question. C'est que si on voit qu'en fin de compte, les lois compréhensibles sont des lois incompréhensibles, c'est compliqué. Ouais. Si on voit que les mishpatim sont des chukim. Alors je vous dis le secret. On a dit que quand quelqu'un comprend quelque chose, automatiquement il le dénigre. Et or que pour avoir la profondeur de l'enseignement, il faut garder cette soif. Et cette soif, elle vient du respect que tu as pour l'enseignant et du respect que tu as pour la matière que tu étudies. Donc pour que la personne, elle garde ce respect, on a besoin de l'approche des lois incompréhensibles. Donc quand le matin, le gars, il a mis les téfilines en se disant « je comprends rien, mais je le fais quand même », après l'après-midi, quand il va réfléchir sur la notion de voler, il ne va pas la regarder comme chose d'évident, qui s'appelle d'utiliser le bien de l'autre. Il va voir que c'est beaucoup plus profond, parce qu'il ne va pas tomber dans le dénigrement de la loi compréhensible, puisqu'il est encore touché par le respect de la loi incompréhensible. Donc si il a une approche respectueuse, donc de loi incompréhensible, sur les lois compréhensibles, ça va lui permettre, en ne tombant pas dans le dénigrement, de voir la profondeur de la loi compréhensible. Si vous allez dire, bon, ça reste un petit peu compliqué, on est fatigué. Mais si ta femme, tu continues à la regarder comme quelque chose d'extraordinaire, donc tu ne tomberas jamais dans la routine. Mais si tu dis, bon, ça fait quand même 20 ans que je mange la même pizza, donc peut-être que je devrais essayer une autre crèmerie. Mais tu n'as juste pas compris que l'autre, elle a évolué. C'est ça ton problème. Donc toute la vie, en fin de compte, c'est quoi? C'est l'intérêt que tu vas porter. Et l'intérêt, c'est double. C'est de lutter contre le réflexe de dénigrement, le réflexe de routine, le réflexe de fatigue, le réflexe de lourdeur, et en même temps, de générer un appétit qui reste constant. Donc je te dis, encore une fois, le paradoxe entre la loi incompréhensible et la loi compréhensible, elle fait que quand tu as l'approche de la loi incompréhensible sur la loi compréhensible, tu vas trouver la profondeur des lois compréhensibles. C'est bon? Voilà. Maintenant que tu étais libéré, attention à la chronologie, c'est important, tu ne peux pas le faire dans le désordre. Maintenant que tu t'es libéré de ce réflexe psychiatrique de vouloir toujours juger la réalité en la dénigrant, parce que tu n'es plus en concurrence avec ça, puisque ta référence elle est plus grande que ton cerveau, ouais. Donc maintenant, attention,
tu peux appliquer la capacité cartésienne d'analyse de la loi compréhensible sur la loi incompréhensible. C'est-à-dire que même la loi incompréhensible, en vérité, tu peux rationaliser dedans. C'est-à-dire que tu peux même réfléchir sur les téphilines. Et tu peux même trouver un cheminement logique à l'intérieur de l'impureté. Et tu peux même comprendre la vie et la mort. Et tu peux même comprendre la Kabbalah. Mais tu dis, mais la Kabbalah, c'est un truc bizarre, c'est un truc qui n'a aucune logique, c'est un truc qui est dans un autre monde. Ok, mais je t'ai dit, étant donné que tu as suivi la chronologie, donc maintenant que tu t'es libéré de cette peur de l'inconnu, parce que tu as absorbé la logique profonde du rationnel, donc maintenant que tu es libre, tu peux aller regarder les lois incompréhensibles avec un regard cartésien et rationaliser l'irrationnel. Ça va? Donc si tu peux rationaliser l'irrationnel, peut-être tu peux comprendre pourquoi ta femme elle souffre, au lieu de penser qu'elle fait du cinéma. Si tu peux rationaliser l'irrationnel, tu peux comprendre un phénomène hyper compliqué en géopolitique, parce que tu as réussi à prendre du recul. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que quand la Torah elle a donné les deux facettes, elle a donné les deux mitzvot, avec les deux types d'analyse et les deux types de comportement, elle t'a donné les clés pour ouvrir les deux serrures. Et après c'est quoi? C'est du rebond. Ce que tu comprends, ce que tu comprends pas, ce que tu comprends, ce que tu comprends pas. D'accord? Tu comprends de mieux en mieux ce que tu croyais avoir compris, et tu comprends de mieux en mieux ce que tu ne comprenais pas. C'est pour ça que quand vous mettez deux miroirs l'un en face de l'autre, le reflet il est jusqu'à l'infini. Et c'est ça la vie. La vie c'est un aller-retour entre ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas. Parce que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, eh ben, tu le comprends demain grâce aux efforts que tu as fait aujourd'hui. Après, ce que tu as compris aujourd'hui, tu as compris les limites, en fin de compte, de ce que tu ne comprends pas demain. Après, ce que tu ne comprends pas demain, quand tu investissant, eh ben, tu vas le comprendre grâce à ce que tu as compris hier. Donc ça ne se termine jamais. Maintenant, comprendre, c'est pas seulement un exercice intellectuel, parce que le gars, il va dire, vous savez, je suis pas un télo, moi je comprends pas, franchement, ça me dérange pas. Je regarde des films, je les comprends pas. Je lis des journaux, je les comprends pas. En fait, je comprends rien et ça me dérange pas. Franchement, moi je mange, je digère, je fais caca, tout va bien. Grâce à Dieu, j'ai un bon transit. D'accord? Mais en fait, quand j'ai dit comprendre, c'est comprendre. Et prendre, c'est saisir. Et saisir, c'est adhérer. Et adhérer, c'est vivre. Donc en fait, quand tu comprends rien, tu vis rien. Maintenant que tu comprends de manière intellectuelle, bracha pour toi, tu comprends de manière intellectuelle, mais tu comprends de manière intuitive, ou alors tu comprends dans ton vécu, ou tu comprends dans tes choix, ou tu comprends par ton expérience, ou tu comprends par ta douleur, ou tu comprends par la maladie, ou tu comprends par le bonheur, ou tu comprends par la joie, ou tu comprends par l'échange. Il y a un million de manières de comprendre, c'est-à-dire d'adhérer à la chose. Heureusement qu'il n'y a pas une seule forme d'intelligence, on en est foutu. Ouais, ça va? Voilà. Donc la clé qu'on a donnée maintenant ce soir, c'est une clé qui existe pour tous les domaines, et pour toutes les étapes, et pour tous les âges de la vie. D'accord? Voilà. Maintenant, puisqu'on a dit que Hachem il a regardé dans la Torah pour créer le monde, et que le monde n'est qu'une projection de la Torah, et qu'on a dit que comme il y a des lois compréhensibles, des lois incompréhensibles, d'accord? Et que, donc on a compris maintenant que quand je vais étudier les lois compréhensibles et je vais étudier les lois incompréhensibles, donc je vais adapter, je vais éduquer, je vais créer chez moi le réceptacle pour pouvoir comprendre. Et comme le monde, il est la projection de la Torah, donc aussi dans le monde, il y aura des situations qui seront compréhensibles. Tu dis, bah, tu vois, il a bien mérité. Et l'autre, il a fait des efforts et grâce à Dieu, il a réussi. Et il y aura aussi des lois incompréhensibles. Tu dis, ouais, mais le petit, pourquoi il a une leucémie, il a 8 ans, il n'a rien fait. C'est des choukim, d'accord? Et tu sais, cette personne-là, elle fait que du bien, elle a des souffrances. C'est des choukim. Et ça, ce gars-là, il est pourri de la race jusqu'à l'os, il a que du bonheur. C'est des choukim. Maintenant, toi, si tu ne veux pas aborder l'incompréhensible en souffrant et en étant prostré dans ta complexe, et que tu veux pouvoir un peu rationaliser dedans, alors tu as besoin de la loi, d'adhérer à la loi incompréhensible. Comme si tu veux ou non? Parce qu'il y aura dans la vie des situations que tu comprends et des situations que tu ne comprends pas. Et de la même manière, il y a des gens qui sont des chokim et des gens qui sont des mishpatim. Il y a des gens, tu les vois comme ça, tu dis grand intello, grande réflexion, grande puissance. Bon, après tu fouilles un petit peu à l'intérieur, en fin de compte, c'est des gens très simples. Parce qu'ils sont compliqués pour faire croire qu'ils sont grands. Ouais. Mais rappelez-vous que la vérité n'est pas nouvelle et le nouveau n'est pas vrai. Donc les gens qui exagèrent, ou les gens qui en rajoutent, ou les gens qui font des effets, c'est souvent pour cacher une simplicité intérieure, pour ne pas dire une pauvreté intellectuelle. D'accord? Par contre, la personne que tu vois
que malgré les échecs, malgré les souffrances, malgré les peurs, elle garde une perpétuité d'être, elle garde un sourire, elle garde un équilibre, elle garde une vérité qui n'est pas opportuniste, mais une vérité qui reste pour toujours, tu dis, il doit avoir un système intérieur extrêmement complexe pour pouvoir absorber toutes ces agressions et garder sa sérénité. Donc, en fin de compte, cette personne-là, que de l'extérieur, tu l'as trouvée simple, en fin de compte, à l'intérieur, elle est extrêmement compliquée. Et la personne que tu croyais extrêmement compliquée, tu la piques un peu, elle se met dans une colère incroyable, elle te sort des gros mots que tu n'as jamais imaginés, elle se met dans un état d'orgueil et de susceptibilité de bas niveau de la rue, du trottoir. Tu dis, mais je croyais que c'était quelqu'un de grand. Non, c'était juste un ballon rempli d'air. Mais le ballon rempli d'air, tu n'as pas besoin de venir avec un bulldozer, viens avec une épingle. Et tu piques au bon endroit, il va exploser parce qu'il était rempli d'air. Et l'air en hébreu, c'est ruach. Et ruach, c'est l'esprit. Mais gasser à ruach, c'est la grossièreté et l'orgueil. Maintenant, comment tu sais si quelqu'un il est rempli d'esprit ou quelqu'un il est rempli d'orgueil? Comment tu sais si quelqu'un il est rempli de bonne midote ou quelqu'un il est dans la superficialité de son statut parce qu'il est rabbin, parce qu'il est directeur, parce qu'il est patron, parce qu'il est truc? T'as qu'à le piquer. S'il explose, c'est qu'il est rempli d'air. Et s'il t'explose, c'est que c'était un vrai. D'accord? Donc vous avez compris l'idée. D'accord? Donc maintenant ça, encore une fois, aborder la différence entre les gens, aborder la différence entre les situations, aborder la différence entre les phénomènes, eh ben c'est la même chose que d'aborder les différences entre les différents domaines de la Torah. Donc quand la Torah elle a donné des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles, vous avez compris que toute la vie, je vais les étudier et toute la vie, je vais les pratiquer. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher d'être très très intello dans la Torah et de ne pas faire Shabbat. Ça ne marche pas. Parce que comme il te manque la crainte, donc tu vas tomber dans le dénigrement. D'accord? Et d'un autre côté, de pratiquer, mais sans jamais étudier, eh ben, ça va être vide de sens, parce que d'un moment, tu ne vas rien comprendre. Et si ce n'est pas toi qui craques, c'est tes enfants qui vont dire, écoute, on en a marre de cette religion qui n'a aucun sens. Vous suivez ou non? Donc tu es obligé de pratiquer et d'étudier les deux types de mitzvot pour que ton équilibre de judaïsme il se maintienne, que ton équilibre de vie il se maintienne, que ton équilibre de couple il se maintienne, que ton équilibre de relation parentale avec le non-juif il se maintienne. Parce que sinon, tu perds ton équilibre. Et quand tu perds ton équilibre, tu n'es jamais très très loin d'être débile. Alors que tu peux faire le contraire. Tu maintiens. C'est vrai que c'est pas facile, encore une fois, parce que ça serait beaucoup plus facile que d'avoir que des lois compréhensibles ou que des lois incompréhensibles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va créer des religions qui donnent que des lois compréhensibles, ce qu'on appelle les démocraties, ou alors on va créer des religions où il n'y a que des lois compréhensibles, que des lois incompréhensibles. Et ça s'appelle des dictatures. Le problème, c'est que les dictatures, elles vont être détruites par elles-mêmes, puisque les gens vont étouffer, et que les démocraties, elles vont être pourries par elles-mêmes, puisqu'à force de créer des libertés, on n'a plus de rigueur. Quand on n'a plus de rigueur, il n'y a plus de projet. Parce qu'on ne sait même plus. C'est pour ça que toujours, la civilisation, c'est une civilisation de conquête. Après, elle s'installe. Après, elle se sédentarise. Après, elle se cultive. Après, elle s'affine. Après, elle se débauche. Et après, ils viennent des barbares qui détruisent tout. Les barbares, ils cassent tout. Ils s'installent. Ils se sédentarisent. Ils se cultivent. Ils se débauchent. Et il y a des autres barbares. C'est ça l'histoire. Et bizarrement, dans ce cycle historique qui tourne comme une roue de vélo, qui roule sur une expression canine, et qui la transporte avec elle au cours de l'histoire, puisque la trace de l'expression canine reste sur la roue. Ouais. Le contraire. Le peuple juif, il continue à traverser les civilisations. Et le temps, il passe. Pourquoi? Parce que sa trame de déplacement, d'accord, son derer alicha, sa manière de se déplacer, elle s'appelle halacha. Et la halacha n'est pas soumis aux opportunités, n'est pas soumis aux événements politiques, n'est pas soumis aux humeurs des hommes. Oui, elle est juste un trait laser entre la conscience de l'homme et la volonté de Dieu. Et cette trame-là, elle reste. Et comme le missile, il suit le laser, comme le peuple juif, il suit sa destinée. Hazak Obaro. Alors on rappelle que le cours est dédié à mardi prochain, il y a cours. Demain soir, j'ai dit il y a cours à New York. Vous êtes au courant?